Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés. Les participants devraient arriver progressivement. En tout cas, toute l'équipe qui organise est ravie de vous accueillir à cette session spéciale francophone pour la mobilisation de la jeunesse en faveur de la biodiversité. Je vous rappelle que le programme complet de la session est disponible sur le lien indiqué dans la description Whova de l'événement et vous pouvez aller aussi voir sur le site du Comité français de l'UICN. Alors, pendant le déroulement de cette session, nous vous invitons à réagir en direct dans le chat, dans l'onglet de discussion en bas de la page Zoom, afin que vos commentaires soient pris en compte dans le compte-rendu. Merci aussi d'écrire vos questions dans le chat si vous voulez qu'on les pose aux intervenants. Elles seront notées au fur et à mesure par Émilie Dupuis et moi-même. Et nous nous occuperons donc plus tard de les adresser aux intervenants lors des 2 phases de questions-réponses qui sont prévues de 2 minutes chacune. Voilà pour la logistique. Et donc tout de suite, nous allons pouvoir passer à l'introduction qui va se faire à 3 voix avec Sean Saufey, président de la Commission internationale de l'UICN sur l'éducation et la communication, Yann Verling, ambassadeur de la France pour l'environnement, et Maude Lelièvre, présidente du comité français de l'UICN, à qui je vais donc laisser la parole pour commencer. Bonne session à tout le monde. Merci, merci Fabien et merci à l'ensemble de l'équipe du comité français de l'UICN ainsi qu'à l'association Jeunes Ambassadeurs qui a contribué à cette préparation. Alors avant toute chose, je souhaite la bienvenue à notre ministre française Sarah El Haïry qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui, qui est présente également à nos côtés en France sur la mobilisation de la jeunesse en faveur de la biodiversité, avec un effort particulier pour que ce soit toute la jeunesse française qui puisse participer, celle qui est dans des milieux plus aisés, puis aussi celles qui sont dans des territoires de conquête où l'environnement n'est pas forcément une chose facile à défendre. Et puis, je suis également ravie d'accueillir Yann Verling, notre ambassadeur de France à l'environnement, avec qui nous préparons depuis près de 2 ans ce sommet et ce congrès de l'UICN. Et enfin, ravie d'accueillir Sonj Sosei, qui est avec nous aujourd'hui, qui est le président de la commission internationale de l'UICN, commission éducation. Peut-être juste quelques mots. Donc, nous accueillons aujourd'hui des membres du comité français, des jeunes engagés. Certains n'ont même pas tout à fait 18 ans, puisque c'était de 18 à 35 ans. Mais nous avons en France une jeunesse très mobilisée, dès 15 ans, dès 16 ans, qui participe à nos travaux. Nous avons un comité français qui est le 2e au monde, qui réunit dans chacune de ces organisations des jeunes professionnels, des bénévoles, des jeunes porte-parole. Et nous en aurons quelques exemples aujourd'hui à travers la première partie sur les engagements de la jeunesse pour la nature. Et nous avons eu le plaisir de relayer cette invitation au Congrès de la jeunesse et d'en recevoir quelques-uns. Nous accueillons aussi des jeunes du francophone, du réseau francophone de l'UICN, qui travaillent avec nous, notamment en Afrique, sur les programmes PPI, mais aussi sur le développement du nouveau réseau francophone Liste Verte, qui est un des programmes internationaux de l'UICN pour protéger les sites. Et puis, nous avons souhaité élargir cette session à un public de jeunes engagés qui sont connus en France. Je pense notamment à Camille Etienne, à Nathan Métainier et puis à Chloé Gerbier qui représentent des organisations qui étaient connues pour d'autres champs d'action, qui sont connues aussi sur les questions ODD, climat, et qui sont avec nous aujourd'hui, qui vont partager leur engagement et donner aux participants aujourd'hui l'envie et la volonté de s'inscrire. En tout cas, merci à tous d'être présents. Merci à l'UICN International de nous offrir cette belle plateforme et de nous permettre d'exposer les travaux français. Et puis, je vais céder la parole à nos 2 interlocuteurs, notre ambassadeur et puis Sean, notre invité international, avant la prise de parole de la ministre. Bonne session à tous. Merci Maud. Now I'm going to ask our technical team to enable the translating channel, please. Je ne parle en anglais puisque nous allons maintenant écouter l'intervention de Sean Saufey, président de la Commission internationale de l'UICN sur l'éducation et la communication. Son intervention sera donc en anglais pour seulement 5 minutes. Ce sera la seule intervention qui ne sera pas en français. Je vais tenter de traduire au mieux en direct les grandes lignes de son intervention. Donc pour cela, on met à disposition un canal
Thank you, Fabienne. I think you want me to talk now. Is that correct? Excellent. Hi, everyone. My name is Sean Southey. Je suis un Canadien. C'est mieux que je parle en français, mais je suis très désolé que mon français ce n'est pas parfait. So I prefer to speak in English because the issues we speak about will be very important. And I really appreciate Fabienne playing two roles as our MC and our translator, but also one of the key youth organizers of this event. So thank you, Fabienne. I am the chair, as Fabienne said, of IUCN's Commission on Education and Communication. This is one of the 6 IUCN commissions that have 17,000 plus engaged, passionate volunteers around the world. 20 to 30% of those volunteers are under 35 and technically count as youth. I am very proud that in my commission, 25% of the population is made up of people who are technically youth. IUCN has a deep commitment to saving the planet. You can't save the planet unless you have the people who will taking care of the planet involved. And so we know that the handover from one generation to another generation and the partnership in which that happens is critical to success. That's why for almost 2.5 years, I have been working on behalf of Council and the commissions to launch this Youth Summit, which starts this week. It is a very special event. As of this morning, we had 14,257 people registered. 90% of those are youth. This is the highest registration of any event in the history of IUCN. I checked with Enrique Lama. So it is our biggest registration event, our biggest event. I hope our most impactful event. 170 countries are represented. But I like some things about it in particular. It is the best example I've seen of the many different parts of IUCN working together. All 6 commissions are engaged. HQ and headquarters, the communications team, the Congress team, the members team, all are engaged, working beautifully together. Our members are not just helping finance, but they're also helping operate and run the workshop. And many of the streams and channels are run by some of the 1,400 members of IUCN. But more than most meetings of this nature, the national committees have played a special role. And I would be remiss if I did not recognize the incredible support of 2 national committees that have played the deepest role, the Canadian National Committee and the French National Committee. And given that this is hosted by France overall, and when we meet in Marseille, it will be under the auspices of our wonderful French government mentorship and hosting. And the National Committee has played a critical role. I remember meeting in Paris with the French National Committee team before we even heard of COVID-19. And we were already strategizing how to ensure that there was a deep engagement of young people, not just at this meeting, but as we go forward. Because I want to leave you with the thought that this meeting is not a meeting. It is a launching of a way to engage youth in not just the work of all of IUCN, its members, its committees, its national committees, its commissions, but it's a way of changing the world. The youth here will take their message into the post-2020 process, and our partnership with Gibbon, the Global Youth Network, helps ensure that. We will be taking the advice of this summit and a comprehensive review undertaken by youth into the very framework of IUCN's 10-year program, Nature 2030, with a youth strategy. So your thinking, your deliberations, your input, your guidance will help create a new vision for IUCN that is sensitive to youth, that mainstreams youth, that lets youth give and create that beautiful noise they do so well. And the ideal is to create a movement for nature, for biodiversity, that integrates with our work on like climate change. Thank you.
Fabien, on ne t'entend pas. Okay, thank you. I think we can shut down the translating channel. Support team, please. Okay, I think we can. Ok, merci, tout le monde peut m'entendre maintenant. Bon, j'ai fait de mon mieux, c'était sans doute pas parfait. Thank you, Sean, for joining us today and good luck with the rest of the summit. Avant de lancer la première partie de la session, même si on a un tout petit peu de retard, un court mot de Yann Verling, ambassadeur de la France pour l'environnement. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je pense que je ne sais pas si je suis visible et si on m'entend bien. Oui, c'est bon. D'abord, grand merci au comité français de l'UICN et à l'UICN aussi d'organiser ce moment et le sommet mondial de la jeunesse lui-même qui anticipe le sommet, le congrès de l'UICN qui aura lieu donc du 3 au 11 septembre pour une mobilisation de la jeunesse qui est absolument essentielle. Elle est essentielle pourquoi? D'abord parce que moi j'ai vu beaucoup ces dernières années des mobilisations de la jeunesse pour le climat et on ne parlait pas beaucoup de biodiversité. Et la question de la biodiversité monte en puissance depuis quelques années maintenant et depuis quelques mois encore plus, notamment dans les jeunes générations. Et ça, c'est un grand message d'espoir, on va dire, pour les décideurs politiques, publics et aussi les décideurs dans le milieu économique, c'est de se dire qu'il y a une génération qui arrive, qui fait pression et qui fait pression pour qu'on agisse et qu'on passe à l'action. Parce qu'on a passé beaucoup de temps à l'international et au niveau national et au niveau local à prendre des engagements, à dire on va faire les choses, mais dans 10 ans. Et là, la génération qui arrive, elle est impatiente. Et je crois que c'est un encouragement qui est donné aux décideurs pour ne plus tarder à décider, de décider maintenant. Donc ça, c'est extrêmement important. Et évidemment, ça vient à point nommé parce qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent des choses très claires, nous disent que la situation est grave. Sur le climat, ils nous l'avaient dit depuis quelques années. Sur la biodiversité, ils nous le disent également. En fait, ça fait 40 ans qu'on fait à peu près n'importe quoi, pour dire les choses franchement, et que la situation se dégrade à toute vitesse. On a augmenté les températures de la planète au cours des 40 dernières années comme jamais, et on a détruit la biodiversité au cours des 40 dernières années comme jamais. Il faut quand même savoir ce que les scientifiques nous disent. Ils nous disent que 60% de la biomasse terrestre a disparu au cours des 40 dernières années, c'est énorme, et que quand on comptabilise tous les oiseaux et les mammifères qui sont sur la surface de la Terre, seuls 5%, encore seulement 5% sont des animaux et des espèces sauvages. Tout le reste, ce sont des humains ou des animaux d'élevage ou des animaux domestiques, c'est-à-dire des animaux liés aux humains. Donc 5%, c'est tout ce qui reste aujourd'hui du monde sauvage que nous avons laissé. Donc, les scientifiques nous disent quand même autre chose. Il est temps de se mobiliser parce qu'il est encore temps d'agir. Et donc, encore une fois, grand merci à cette organisation de se faire et au message de se construire en provenance de la jeunesse, en direction des décideurs pour les inviter à agir vite. Et c'est le principal message que je voulais vous dire. Ne soyez pas hésitants dans les messages que vous allez adresser aux décideurs lors du congrès de l'UICN. Je vous remercie. Merci, Monsieur Verling. Et donc, merci à tous les trois pour ce mot d'accueil. Nous allons maintenant passer à l'ouverture de la première partie de cette session sur les formes que peuvent prendre les engagements de la jeunesse pour la nature, avec Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement au ministère français de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. C'est à vous, Madame la Ministre. Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup de créer ce moment, de le provoquer. Mais avant de commencer, je voulais d'abord évidemment saluer la présidente du comité français de l'UICN, chère Maud Lelièvre. Évidemment que je serai à vos côtés dans votre engagement et sur le territoire à chaque fois que ce sera possible, parce que le combat est juste. Évidemment, merci beaucoup, Président Sean Soutier, pour vos propos. Ils sont toujours aussi embarquants, et ravis de retrouver Monsieur l'ambassadeur, cher Yann Verling, parce que le combat qui est le tien est évidemment ancien, on le connaît, il a cette antériorité, mais on sait à quel point il est authentique. J'ai envie de dire, chers amis, moi je vous remercie pour cette invitation d'abord, parce que c'est l'occasion évidemment de m'adresser à vous dans ce moment de lancement, de réflexion sur l'engagement des jeunes, mais très largement, et en particulier sur l'engagement pour la nature et la biodiversité. Vous m'offrez finalement cette opportunité, mais aussi pour souligner, et je crois que c'est absolument important dans la période où nous vivons, la vigueur d'une jeunesse extrêmement engagée, qui a des convictions,
qui met en plus de l'énergie à défendre et à déployer ses convictions, et donc de souligner d'une certaine manière, par l'occasion que vous me donnez, eh bien, le sens de l'engagement de cette jeunesse. Les jeunesses dans notre pays et très largement aujourd'hui en Europe ou dans le monde, elles ont soif d'action et c'est une vraie différence. Nous sommes en train de traverser depuis le début de cette épidémie, de cette crise sanitaire en particulier, des moments qui sont assez dingues. Et la réaction des jeunesses du monde ont été à la hauteur, très largement à la hauteur. Elles se sont d'abord spontanément mobilisées pour des actions de solidarité, pour aller à la rencontre des personnes les plus isolées. Nous, on avait lancé une plateforme, le gouvernement français avait lancé une plateforme d'aide spontanée, je veux aider.gouv.fr. Et bien sûr, les 350 000 inscriptions, il y avait presque la moitié de jeunes. Un Français sur 3 est aujourd'hui engagé dans une association, un engagement bénévole. Et c'est tellement considérable que je pense qu'il faut quand même le rappeler et le saluer et considérer que oui, c'est le bon chemin. Les jeunesses, aujourd'hui, elles sont engagées, mais il faut aussi accepter que leurs engagements changent, qu'ils prennent d'autres formes. On a une nouvelle génération, et c'est Yann qui le disait, qui est extrêmement consciente des enjeux et sociaux et environnementaux et profondément éthiques de notre temps. Parce que on voit, en tout cas, je pense qu'il faut le dire aussi comme ça, mais on voit des étudiants qui vont décider, par exemple, de mettre à profit leurs études pour s'engager dans des ONG, dans des causes humanitaires, dans des causes de protection d'espèces en voie de disparition, et je le vois en particulier sur mon territoire, ou encore, dans d'autres moments, aller vers une économie plus responsable, en tout cas défendre des entreprises qui sont responsables et qui regardent d'abord leur impact, leurs conséquences sur la planète, avant de voir le modèle des bénéfices qu'ils génèrent. Au-delà de ça, nous avons des jeunes qui questionnent les pratiques des structures installées. Ce sont pour moi des formes d'engagement qu'il faut saluer, qu'il faut accompagner. Et également, c'est là où il y a une sorte de différence avec, je crois, l'engagement, en tout cas dans la forme des aînés, parce que pour certains, en tout cas pour une partie de notre jeunesse, elle est moins à l'aise dans les corps constitués ou dans ce qu'on appelle des syndicats plus traditionnels ou même des partis politiques, mais va préférer, et c'est ce que je vois en fait au quotidien, des engagements peut-être plus courts, peut-être plus coup de poing, mais certainement plus évolutifs. Et que ce soit sur les réseaux sociaux en signant une pétition ou encore de manière extrêmement concrète. Je pense aux actions autour des plages, parce que moi je viens d'un territoire littoral, ou au cours des cours d'eau, quand la jeunesse marche pour la planète partout dans le monde. Eh bien, elle met aux yeux de tous l'urgence qui est la nôtre aujourd'hui, l'urgence pour la nature, l'urgence pour la planète, l'urgence pour la biodiversité, et pas exclusivement pour le climat uniquement. Et c'est là où la finesse de ces connaissances est bien au-delà des générations, en tout cas, je pense, antérieures. Et à tous les responsables politiques auxquels aujourd'hui moi j'appartiens, moi j'ai envie de leur dire, regardez ces engagements. Parce qu'aujourd'hui, je suis la ministre de la Jeunesse et des Engagements, et je leur dis, mais regardez ces formes d'engagement. Elles transforment, ces engagements transforment par leur force, par leur authenticité et par l'énergie que la jeunesse met dedans. Et ces engagements, eh bien, ils nous ont permis, et je crois que c'est ce qu'on peut retenir de cette dernière année. Par exemple, l'action de Greta, qui, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on ait critiqué ou pas critiqué, peu importe. En attendant, elle a réussi à mettre une jeunesse pour marcher, elle a réussi à faire marcher toute une jeunesse pour le climat partout dans le monde. Et ça veut dire quelque chose. En tout cas, je pense que ça veut dire qu'il est temps du passage à l'action. Et donc, comme vous, aujourd'hui, ce passage à l'action, ces combats qui sont justes, montrent, en tout cas pour moi, montrent quelque chose d'assez fort. C'est que, je sais pas, mais j'ai l'impression que plutôt nos parents, en tout cas les générations un peu antérieures, pensaient que le monde leur appartenait parce qu'il y avait évidemment des mobilités beaucoup plus facilitées, des capacités à se déplacer beaucoup plus vite. Et ça leur donnait le sentiment d'être plutôt des citoyens du monde, d'être autant responsables de ce qui se passe à l'autre bout de la planète que ce qui se passe dans son quartier. Mais aujourd'hui, je pense que, entre notre génération, même la génération la plus jeune, considère différemment les choses. Et je crois que c'est plutôt nous qui appartenons en fait à la planète. Et de ça, alors nous devons en tirer des conséquences. Et que, mine de rien, la nature est aussi belle que fragile et on en fait partie. Et si on est à peu près honnête vis-à-vis de nous-mêmes, alors la protéger, c'est se protéger aussi. Et je voudrais pas généraliser parce que je crois que la compréhension aujourd'hui des enjeux environnementaux, elle progresse beaucoup, mais elle demeure encore assez inégale. Et c'est pour ça que je vais reprendre
les propos de la présidente au début, moi je crois que ce n'est pas une cause de jeunes plus favorisés ou plus en conquête ou moins favorisés. C'est aujourd'hui un combat de toute une génération, en réalité, je pense, de toute une société qui est nécessaire, et donc créer de l'unité. Et les plus jeunes ont cette confiance déjà chevillée au corps, et je le vois tous les jours quand je suis en déplacement ou quand je débat avec eux. Ils en ont conscience, en tout cas beaucoup plus que leurs aînés, et on voit cette génération qui a grandi en fait avec la COP21, avec la fonte des glaces qu'on voit évidemment sur Internet, sur YouTube, sur Snap ou peu importe, mais on la voit. Et le dérèglement climatique n'est plus un concept, il est concret, il est réel. Et donc face à tout ça, on a, je crois, la nécessité aujourd'hui d'accompagner, de valoriser, de permettre la mobilisation générale, la mobilisation des jeunesses du monde pour permettre de gagner ce combat. En tout cas, je suis convaincue que la jeunesse est la solution. Et parce que c'est la solution, alors moi, je vais vous raconter, je pense que vous la connaissez, mais il y a la théorie, en tout cas, j'y crois, la théorie du colibri, qui est un peu une sorte de mon moteur. Yann le sait, puisqu'on a l'occasion, on se connaît depuis longtemps, mais on a aussi l'occasion de débattre à d'autres moments. Et il se trouve que la théorie du colibri, c'est que chacun doit absolument apporter sa part et faire sa part. Et quand on voit cet incendie et que le colibri est le seul petit oiseau qui reste, alors que les plus gros s'en vont, entre les plus gros animaux s'en vont, et que lui il reste et dit non, moi je fais ma part, et que finalement par son action il embarque plus de monde avec, je crois que la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse du monde, les jeunesses sont ces colibris qui sont en capacité de transformer les choses, en tout cas en profondeur et de manière durable. Je ne veux pas être plus longue, et je me trouve déjà beaucoup trop longue par rapport à ce que je souhaitais faire, mais voilà les quelques propos liminaires que je souhaitais partager avec vous, et ravie d'être de l'aventure. Merci Madame la Ministre d'avoir été présente. Et puis, si vous restez un petit peu avec nous, je crois, pour qu'on puisse vous présenter les initiatives françaises. En tout cas, merci à vous, merci à l'ambassadeur d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Donc, comme l'a annoncé Maud, pour rentrer concrètement dans le vif du sujet, nous allons maintenant écouter les témoignages de jeunes qui travaillent sur différentes grandes thématiques de la conservation de la biodiversité. Et j'invite donc Laura Paris, technicienne ornithologue à la Fondation Tour du Valat, à présenter ses travaux sur les espèces menacées au niveau régional et autre chose. Oui, alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci d'être avec nous donc, pour assister à ce sommet mondial de la jeunesse de l'UICN. Je m'appelle Laura Paris, j'ai 25 ans et je suis technicienne ornithologue à la Tour du Valat en Camargue. Je dirais que l'ornithologie, c'est avant tout une passion et j'ai décidé depuis plusieurs années de m'engager en faveur de la biodiversité et de sa conservation. Aujourd'hui, grâce à la Tour du Valat, je peux mettre en œuvre des actions concrètes pour la protection de la diversité de la vie faune. Pour vous en dire un peu plus, la Tour du Valat est une fondation qui a vu le jour en 1954 grâce à Luc Hoffmann, qui était un grand passionné de nature. Aujourd'hui, c'est un organisme reconnu en Camargue et en Méditerranée pour ses actions en faveur de l'environnement. La Camargue est en fait ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité. Donc, c'est un territoire bien particulier, enclavé dans la Méditerranée, qui s'inscrit dans une logique de cohérence et de travaux communs avec les différents pays du bassin méditerranéen. La Tour du Valat l'a bien compris et a mis en place divers programmes avec plus de 20 pays européens et plus de 300 partenaires. Ces programmes permettent la conservation d'espèces présentes aussi bien en France qu'en Espagne, en Italie ou en Afrique du Nord. 3 grands axes font partie du programme quinquennal de la Fondation. Dans un premier temps, inverser le déclin des espèces menacées en renforçant les connaissances scientifiques et par la mise en place de mesures adaptées. Ensuite, développer, expérimenter et promouvoir des solutions visant à améliorer l'état des populations présentes en Camargue qui subissent différentes pressions, notamment dues au changement climatique, aux activités anthropiques et à la gestion de la prédation. Et enfin, assurer la connectivité écologique des espèces migratrices et leur dispersion en favorisant la compréhension et la protection des voies migratoires en Méditerranée. C'est le cas par exemple du programme de conservation des flamants roses sur lequel je travaille avec l'équipe d'ornithologues. Les flamants roses bénéficient du statut d'espèce protégée et sont aujourd'hui classés comme vulnérables selon la liste rouge de l'UICN. Alors pour un petit rappel, sont dites menacées les espèces ayant l'un de ces 3 statuts. Vulnérables, ayant l'acronyme VU, en danger, EN, et en danger critique, CR. Depuis plusieurs années, la Tour du Valat a mis en place des actions concrètes pour favoriser le retour des flamants roses en Camargue, en favorisant par exemple leur nidification grâce à l'entretien et la protection des îlots sur lesquels ils se reproduisent,
ou le bagage des poussins également, qui permet de mieux comprendre les déplacements et de mieux cerner les mouvements des populations étudiées. Aussi un point essentiel qui se soulève cette année, qui est la question de la prédation des flamants roses par le grand-duc d'Europe, une espèce dont nous avons peu de données en Camargue. On cherche donc à mieux la connaître afin de comprendre la logique interspécifique dans laquelle elle s'inscrit. Aujourd'hui, le flamant rose se porte mieux et des efforts sont faits pour lui permettre de retrouver la mobilité qui la caractérise tant, en cherchant à améliorer la connectivité des multiples sites de reproduction potentiels autour de la Méditerranée, grâce à un lien maintenu avec l'Italie, l'Espagne et l'Afrique du Nord. Un autre exemple sur lequel je travaille, le programme dont bénéficie la glaréole à collier, qui permet le maintien de ces populations en Camargue depuis des années maintenant. Elle est actuellement classée comme préoccupation mineure en Europe, mais en danger au niveau national et en danger critique au niveau régional, car les seules populations d'oiseaux nicheurs sont très sectorisées en PACA et en Languedoc-Roussillon. Elle fait l'objet d'une surveillance minutieuse en Camargue et ces aires de nidification bénéficient donc d'une protection renforcée. Ces populations sont surveillées durant toute la période où elle peut être observée par le biais de comptages réguliers et de mise en lumière des parcelles où elles nichent. Ces dernières font l'objet de concertations importantes avec des agriculteurs, par exemple, pour éviter leur mise en eau et ainsi ne pas risquer des échecs de ponte. De manière générale, la Tour du Valat cherche à appliquer 4 points essentiels à la mise en œuvre de ces programmes. Comprendre, gérer, transmettre et convaincre. Mener des études et étudier les populations afin de mieux les comprendre. Gérer la conservation et le maintien de ces populations par le biais d'actions concrètes. Transmettre en communiquant au grand public et aux acteurs locaux. Et enfin, convaincre les parties prenantes qu'agir devient une nécessité. Et c'est là où la jeunesse intervient. Elle est, selon moi, l'une des clés du maintien de notre belle biodiversité. Il devient aujourd'hui essentiel que les jeunes se sentent concernés et agissent en faveur de l'environnement. La Tour du Valat accueille de nombreux jeunes afin de leur permettre d'accéder plus facilement à des métiers de l'environnement, des doctorants, des services civiques ou encore des services volontaires européens. Plein de gens passionnés et j'ai moi-même fait l'expérience d'un service civique au sein d'une association qui m'a permis de découvrir que la protection de la biodiversité était capitale pour maintenir le lien entre homme et nature. Je vous remercie. Je pense que la ministre aura été sensible au fait que l'UICN et que les associations s'appuient sur les services civiques. Oui, merci Laura pour nous avoir partagé ton expérience. Donc après avoir parlé de protection des espèces, nous allons maintenant nous intéresser à la protection des espaces naturels avec Romain Datchari, garde naturaliste à la réserve naturelle nationale du Marais d'Orx. On m'entend bien? Oui. Tout le monde m'entend bien, c'est bon, hein? Ok. Ouais, c'est bon. J'ai pas de retour, c'est normal? Oui, c'est bon, on t'entend bien, tu peux y aller. Ok, ça marche, pardon, désolé. Donc bonjour à tous, donc Romain Datchari, je travaille à la réserve naturelle du Marais d'Orx qui est située dans le sud-ouest de la France, dans le département des Landes. J'y travaille depuis 6 ans et aujourd'hui mon intervention, je vais l'orienter protégée et je vais essayer de vous expliquer au travers de 2-3 exemples peut-être si j'ai le temps, l'importance de la maîtrise des usages et de la fréquentation sur ces sites-là et aussi l'importance du réseau d'aires protégées, que ce soit à une échelle locale, voire mondiale. Donc tout d'abord, je vais démarrer par une gestion qu'on fait sur un milieu naturel, le milieu de la roselière. C'est un milieu attractif pour pas mal d'espèces d'oiseaux paludicoles, beaucoup d'espèces protégées avec des statuts de conservation plutôt défavorables. Et c'est vrai que c'est un milieu qui, nous ici dans les Landes, il y a peu de grandes roselières, vraiment des grandes superficies qui pourraient accueillir les espèces les plus timides, si je peux dire. Et du coup, sur la réserve, c'est apparu comme un enjeu et donc on a décidé d'accompagner le développement de cet habitat puisque avant que le site soit classé en réserve naturelle, il était exploité, asséché, puisque c'est une zone humide, asséchée et il y avait quasiment 1000 hectares, puisque la réserve fait à peu près 1000 hectares de culture, de maïsiculture exactement. Donc en 95, quand le site a été classé, on a décidé donc de développer cet habitat et on a pu du coup, en ayant un statut de réserve naturelle, on a pu avoir une gestion
Donc, je parlais d'usage, une gestion à l'intérieur de la réserve qui était 100% ou quasi 100% dédiée à la gestion écologique. Ce qui fait qu'on est passé en 1995, on avait quasiment 0 hectare, proche des 0 hectares de roselière, pour atteindre aujourd'hui 70 hectares en 2020 de roselière, avec notamment 7 hectares d'un seul tenant de roselière qui est toute là en eau. Donc très favorable à des oiseaux type héron pourpré, des roseaux, pousserole turdouide, etc. Voilà. Donc le fait de pouvoir maîtriser la gestion des usages intérieurs du site permet d'obtenir ces résultats-là sur des milieux qui auraient quasi disparu dans la région, je dirais, dans le secteur. Le deuxième exemple que je vais prendre, là, va illustrer vraiment l'importance du réseau des espaces protégés. C'est le programme de conservation du balbuzard pêcheur sur lequel on travaille. L'objectif est toujours de renforcer le continuum européen en termes de population nicheuse. Ça consiste c'est une espèce philopatrique, donc de lâcher des oiseaux ici sur la réserve, des jeunes oiseaux, pour à terme, créer un noyau reproducteur ici dans le sud-est de la France, puisque c'est quelque chose qui manquait entre les populations espagnoles et les populations du centre de la France. Ce programme, il a pu voir le jour. Ça a été une des conditions indispensables pour la validation de ce projet au niveau national. C'était qu'il se passe sur une réserve naturelle, nous, et sur un secteur qui est totalement interdit au public. Donc, pour avoir cette tranquillité vraiment des oiseaux et pour que le programme se fasse, c'était une condition indispensable. Et donc ça, c'est une première chose importante du coup par rapport aux espèces protégées. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a le noyau reproducteur à démarrer, je dirais, puisque le premier couple, suite à ce programme, le premier couple qui s'est installé ici dans le coin, il ne s'est pas installé sur notre réserve, il s'est installé à 20 km sur une autre réserve naturelle protégée. Voilà, sachant que c'est un oiseau qui a besoin d'une tranquillité au départ pour s'installer sur une aire de nidification. On voit bien que là, tout le réseau d'aires protégées, avec des réserves connectées à 20 km moins ou plus, prend toute son importance avec un maillage d'air connecté plus ou moins proche. Voilà. Donc, pour récapituler, voilà, on a le fait de classer des sites en espaces protégés a de l'importance, voilà, au niveau de la maîtrise des usages et de la fréquentation. Hein. Ça va fortement contribuer à la protection de la biodiversité, et le fait de créer un réseau, comme je disais, plus ou moins à une échelle plus ou moins locale, va avoir aussi un effet très très bénéfique sur certaines espèces, que ce soit de l'avifaune, mais pas que, même avec des espèces qui ont une capacité de déplacement beaucoup plus réduite, comme des reptiles ou autres. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je pense avoir fait presque le tour. Je ne sais pas s'il me reste du temps ou pas. Quelqu'un peut me le dire. Tu veux ajouter quelque chose? Tu peux avoir encore 30 secondes, mais on va essayer de passer à la suite aussi pour ne pas être trop en retard. Ouais, ok. Non, mais voilà, du coup, c'est bon, on peut passer à la suite. J'ai à peu près récapitulé. Voilà, sur les aires protégées, je peux juste rajouter que il y a les stocks, donc le suivi temporel des oiseaux communs a montré récemment que dans les réserves naturelles, les populations de ces oiseaux augmentaient comparé sur des espaces non protégés, donc encore un point. Et c'est vrai que du coup, le plan de l'État qui consiste à classer arriver à terme à 2% de son territoire en espace protégé prend tout son sens. Voilà, j'ai terminé. Ok, bon. Merci Romain pour cette belle illustration de l'intérêt des aires protégées. On va donc passer à la suite avec Manrifa Ali, chargée de mission sensibilisation à l'antenne de Mayotte du comité français de l'UICN, qui va nous exposer son travail de restauration écologique des mangroves et des zones humides. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, parfaitement. C'est bon, oui. Parfait. Comme tu l'as très bien dit, je m'appelle Manrifa Mustafa Ali, je travaille en tant que chargé de mission au comité français de l'UICN sur notre antenne qui est basée à Mayotte, qui, je rappelle, se trouve dans le canal de Mozambique entre Madagascar et le continent africain. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de restauration écologique de mangroves. Même si j'ai des missions très, très vastes, je vais me consacrer seulement à cette mission-là parce qu'on parle de jeunesse et je pense que c'est celle-ci qui concerne surtout cette thématique-là.
Et donc, pour commencer, il faut savoir qu'à Mayotte, pour vous faire un état des lieux des mangroves de Mayotte, hein, on a l'arrière mangrove qui est en danger critique d'extinction, selon la liste rouge de l'UICN, hein, et la mangrove centrale en préoccupation mineure, et la mangrove extérieure est classée vulnérable. Alors, pour ce qui est de l'arrière mangrove, les dangers qu'on rencontre, c'est surtout de l'urbanisation. Il y a énormément de palétuviers qui sont coupés afin de construire, que ce soit des habitations ou même des routes. Il y a pas mal de projets de ce type-là qui se sont faits. Et là, on en subit les conséquences aujourd'hui. Pour ce qui est de la mangrove centrale, c'est surtout les déchets ménagers qui sont charriés par les rivières, les cours d'eau qui arrivent en mangrove. Après, pour la mangrove externe, c'est essentiellement de l'érosion, qui est un phénomène plutôt, je dirais, naturel. Alors, quand je dis restauration écologique de mangrove, il ne s'agit pas de la faire nous-mêmes à l'UCN, mais l'objectif est de travailler avec les associations locales. Parce qu'effectivement, on a une dynamique très importante à Mayotte de jeunes associations qui, justement, sont très impliquées, qui ont beaucoup d'ambition et, sans attendre qu'on vienne à eux, font déjà de la plantation de palétuviers, mettent déjà des choses en place. Du coup, l'intérêt pour nous de travailler avec eux, c'est que ces associations-là, amenées par leur volonté de vouloir changer les choses, vont aller tenter des choses, mais qui, au final, aboutissent par des échecs ou voire même vont dégrader plus la mangrove qu'autre chose. Du coup, mon travail consiste tout simplement à échanger avec ces associations sur les bonnes pratiques et les bons procédés pour la restauration écologique de mangrove. Alors, il s'agit essentiellement de deux choses. C'est de privilégier la restauration naturelle de la mangrove. C'est tout simplement, par exemple, en rétablissant les conditions hydrologiques normales qui permettraient, par exemple, à la marée d'arriver à une zone où il y a un obstacle qui ne permet pas à la marée d'arriver au niveau de la mangrove. Du coup, ce serait plutôt des actions simples de ce type-là, mais c'est des choses que les jeunes de l'association ne pensent pas forcément et vont tout de suite aller faire la plantation. Du coup, notre objectif est de leur faire comprendre que la plantation, c'est vraiment en dernier recours s'il n'y a vraiment plus de solution. Et là, je reprends les termes de Madame la ministre qui disait que la jeunesse a soif d'action. Et ça, je le remarque tout à fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais au final, le résultat n'est pas là. Et je vais peut-être vous raconter une anecdote qui va permettre d'illustrer mon propos. Il y a 2 ans de cela, j'ai rencontré une association. Ils avaient passé toute une journée, voire plus, pour reboiser une parcelle en mangrove. Et ça s'est terminé par un échec, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que la propagule, parce qu'ils ont fait la plantation avec la propagule, ils l'avaient mise à l'envers. Du coup, toute une journée de perdu à cause de quelque chose de tout à fait bête. Du coup, là, il y a certes cette soif d'agir, mais c'est pour ça que j'ai mis dans ma phrase d'accroche là que il y a aussi un travail de coopération qui est nécessaire entre les jeunes et, je ne dirais pas les vieux, mais ceux qui ont de l'expérience, qui sont déjà là depuis longtemps. Du coup, c'est surtout ça le plus gros enjeu. C'est certes qu'il y a la jeunesse, il y a beaucoup d'engouement et beaucoup de soif d'action, mais je pense qu'il y a aussi ce travail de coopération qui doit être fait entre la jeunesse et les gens qui sont là, qui sont expérimentés. Et sinon, ce que je pourrais ajouter par rapport à ça, parce que je vais être très, très succinct, je ne vais pas trop m'étaler parce que mes propos vont être très, très lents. Et j'ai remarqué par contre que malgré les tentatives infructueuses de certaines associations, il y a quand même certaines choses qui marchent. On peut trouver ici et là des gens qui ont été têtus, ils sont allés planter, réessayer. Au final, on aboutit à quelque chose qui marche. Du coup, il y a aussi cet engouement qui est là aussi et qui permet de gagner quelque chose. Du coup, pour finir, je dirais que ce qui permet un peu aux mangroves de Mayotte de pouvoir reprendre un peu la main, c'est justement les actions de ces petites associations locales qui, elles, n'attendent pas qu'on aille vers elles ou que les collectivités les financent, mais d'elles-mêmes vont proposer des projets, vont tenter quelque chose. Et c'est vraiment ces associations-là, de par leur action, qui arrivent à faire avancer un peu les choses. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai été un peu long ou peut-être court.
Non, c'est parfait, merci Manrifa. On vient d'avoir 3 témoignages. Avant de passer aux 2 derniers, je voudrais demander à nos intervenants de cette séquence, donc Madame El Haïry, Monsieur Verling ou Madame Lelièvre, si vous vouliez ajouter quelque chose, réagir sur quelque chose qui a été dit. Moi, je veux bien. Allez-y, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Enfin, j'ai été touchée par, évidemment, les 3 témoignages, mais pour le coup, il y en a un c'est vrai, qui m'a touchée, pas un peu plus, mais en tout cas différemment. C'est celui de Laura, parce que en fait, on a une capacité à sensibiliser autour de soi, et on peut imaginer que ne pas prendre en considération l'importance des Flamands sur un territoire, eh bien, c'est pas si grave. C'est finalement commencer aussi, et je crois que c'est une force que la jeunesse a et que peut-être nos aînés n'ont pas, une force qui permet de protéger son territoire en protégeant l'ensemble de la biodiversité qui la compose et ne pas s'arrêter au simple patrimoine non vivant, comme on peut avoir des grandes campagnes qui le défendent. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre le patrimoine non vivant, mais c'est considéré que c'est du patrimoine vivant et que ce patrimoine, toutes les générations doivent faire bloc, qu'il soit visible ou des fois un peu plus invisible. Et puis, Anonifa, moi, je crois en la capacité de la persévérance. Je crois qu'il n'y a que l'énergie de la jeunesse qui l'a profondément, mais le fait d'avoir conscience qu'on peut transformer si on est particulièrement persévérant et si on ne baisse pas les bras, ça donne une énergie nouvelle. Et il suffit des fois de regarder, de croiser une personne dans les yeux desquels on a créé des fois de la fierté, des fois de l'espoir. Et du coup, hop, la machine, elle repart et elle est regalvanisée. Et franchement, parce que pour le coup, Romain, on a senti à quel point ton engagement te passionne plus profondément, mais je ne veux pas être trop longue parce que sinon je sais que je suis profondément bavarde et je vais mettre tout le monde en retard. De toute façon, on vous laissera la parole à la fin de cette séquence, Madame la Ministre. Très bien, du coup, pour approfondir un petit peu le sujet de formation, on va voir avec Angéline Lolia, qui se concentre sur la sensibilisation de la population, son travail au pôle relais zones humides tropicales de Guadeloupe. Angéline, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc oui, Angéline Lolia. Donc je travaille au pôle relais zone humide tropicale, qui est une association portée par le comité français de l'UICN, qui œuvre à la préservation des zones humides sur tous les territoires ultramarins français, et nous sommes basés en Guadeloupe. Donc moi, mon rôle, c'est de coordonner et d'animer les activités pédagogiques. Donc je mène des actions de sensibilisation sur les zones humides en Guadeloupe. L'idée, c'est essentiellement d'apporter suffisamment de connaissances pour comprendre leur fonctionnement, afin de prendre vraiment conscience en fait, de leur importance, d'autant plus sur un territoire insulaire tropical. L'archipel guadeloupéen est composé d'îles aux caractéristiques très différentes, et ne serait-ce que sur l'île principale en fait, de Guadeloupe, c'est en fait 2 îles avec des climats et des enjeux très différents qui sont collés l'une à l'autre. Donc, on va avoir un climat qui est vraiment très humide en fait, sur la basse terre et un climat plutôt sec sur la grande terre. Donc, les zones humides ont une importance vraiment primordiale pour limiter les risques naturels comme l'érosion du littoral, la protection contre les cyclones, les inondations, le réchauffement climatique, etc. Mais comme partout, les zones humides sont également des réservoirs en fait, de biodiversité extrêmement importants. Notamment avec les mangroves qui vont être des nurseries en fait, pour toute la faune marine. On va avoir les mares aussi qui vont être des ressources en eau très importantes, surtout en grande terre où on a très peu de rivières. Du coup, je vais travailler avec tout type d'acteurs, des élus, des universitaires, avec du grand public. Et actuellement, je travaille quand même principalement avec la jeunesse et les scolaires. Les enfants sont des vraies éponges, donc ils emmagasinent vraiment toutes les connaissances en fait, qu'on peut leur apporter. Et puis surtout, ils sont encore émerveillés de tout. Et puis, ils ont moins d'a priori et moins d'idées reçues en fait, que les adultes. Donc, c'est eux qui prendront le relais finalement quand on ne sera plus là. Et puis, on sait aussi que quand on travaille avec les enfants, on sait aussi que notre message va être passé
aux autres générations. Quand les enfants vont rentrer chez eux, ils vont en parler avec leurs parents, avec leurs oncles, leurs tantes, avec leurs grands-parents, avec leurs amis, avec leurs frères et leurs sœurs. Donc, en touchant les enfants, en fait, on sait qu'on va toucher vraiment une grande partie de la population. Donc, c'est un public qui est très important. Mais finalement, on intervient. En fait, quand on intervient auprès d'une classe, on sait qu'on va intervenir à plein d'échelles différentes. Donc, le but, c'est vraiment pas d'en faire des experts en environnement, mais c'est surtout d'apporter la compréhension en fait, de notre environnement au plus grand nombre. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi essayer de toucher d'autres publics, ceux qui peuvent agir dès maintenant, parce que les enfants, c'est demain, mais on a aussi du public qui peut agir maintenant et faire en sorte aussi que les décisions qui sont prises soient cohérentes. Donc là, je pense notamment aux élus, mais aussi aux autres personnes décisionnaires, aux chefs d'entreprise, aux acteurs de la justice, par exemple. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué de les approcher et de les atteindre, mais on y travaille. Donc, c'est aussi un des objectifs qu'on s'est fixé au Pôle Relais, c'est vraiment de pouvoir étendre nos actions à un public vraiment beaucoup plus large. Et donc, voilà, c'est un poste qui est très enrichissant, où on apprend constamment, on interagit avec des gens très différents, et puis on passe beaucoup de temps en extérieur aussi, sur le terrain. On a la chance en Guadeloupe d'avoir un patrimoine naturel qui est quand même magnifique. On a des écosystèmes très différents, donc on va travailler aussi bien dans les forêts marécageuses qu'auprès de mares, au bord de rivières, dans le lagon. Donc, on va pouvoir y animer en fait des activités, des ateliers ponctuels, mais aussi prendre le temps de travailler sur des projets à long terme, de développer des aires éducatives, où là, ça va être les enfants vraiment qui vont être acteurs des projets et décisionnaires. Donc, ça va être leurs idées, leur créativité qu'on va essayer de développer un maximum. Et puis, je vais aussi du coup travailler avec des partenaires vraiment très différents qui vont œuvrer eux aussi à des niveaux et à des échelles différentes. Et puis voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit aussi. Sinon, je peux en parler pendant des heures. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas fait trop court ni trop long non plus. Non, c'est super. Peut-être, Fabien, juste une remarque pour Angéline. Je sais qu'on était rejoints cet après-midi par des gens qui ont un tout petit peu plus que 35 ans, mais qui sont des élus, et notamment le maire de Goyave, qui est élu en Guadeloupe et qui voulait venir écouter cette intervention. Et je salue les jeunes de Guadeloupe qui sont présents avec nous également aujourd'hui. Bon, merci Angéline. Du coup, donc pour finir ce panel de témoignages, je vais laisser la place maintenant à Simon Jolivet, secrétaire général de la Société française pour le droit de l'environnement, pour qu'il nous présente son approche juridique de la prévention de la surfréquentation des espaces naturels. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis universitaire, maître de conférence en droit public à l'Université de Poitiers et je suis bénévole à la Société française pour le droit de l'environnement, la SFDE. Je suis dans le bureau de l'association depuis 2017 et je suis secrétaire général depuis le début de l'année 2021. La société, la SFDE, c'est ce qu'on appelle une société savante, c'est-à-dire qu'elle regroupe des universitaires, juristes, des chercheurs, mais aussi des praticiens, avocats, magistrats, d'autres professions juridiques, dans l'objectif de faire connaître le droit de l'environnement, contribuer à son développement et aussi d'alimenter la réflexion sur son amélioration. La SFDE, elle mène à la fois des travaux pédagogiques, notamment des actions de formation, et puis des travaux d'expertise scientifique. Et c'est dans ce cadre que j'étais amené à produire l'expertise scientifique dont je voudrais vous parler un peu plus cet après-midi. Il s'agit d'un rapport que j'ai écrit en 2018 dans le cadre d'un partenariat entre la SFDE et le Parc national de Port-Cros. Il portait ce rapport sur la prévention de l'hyperfréquentation des espaces naturels par la police administrative. Le Parc national de Port-Cros est confronté, comme d'autres espaces naturels français, à d'importants pics de fréquentation touristique estivaux qui pourraient menacer la capacité de charge de ces milieux qui sont à la fois fragiles et en principe protégés. Et donc, ce que voulait savoir le Parc national de Port-Cros,
c'était si le maire, en tant qu'autorité de police administrative, pouvait adopter des arrêtés municipaux qui permettaient de réglementer l'accès aux sites naturels en raison des risques que la fréquentation fait peser sur le patrimoine naturel. J'ai conduit une étude de la jurisprudence qui m'a amené à donner une réponse négative à cette question et j'ai en conséquence formulé des propositions de modification législative et grâce au Parc national de Port-Cros et au sénateur Jérôme Bignon, l'une de ces propositions a été reprise dans une proposition de loi sénatoriale qui a été adoptée en première lecture le 21 novembre 2019. Le calendrier parlementaire a évidemment été bouleversé par la pandémie, mais il se trouve que le contenu de cette proposition vient d'être introduit en commission lors du débat sur le projet de loi climat et résilience qui est actuellement en débat au Parlement. Et si cet article devait être adopté définitivement, il y aurait donc une nouvelle possibilité qui serait offerte aux maires, qui leur permettrait, sous certaines conditions, de réglementer ou d'interdire l'accès aux espaces protégés hyper fréquentés dans un objectif de protection du patrimoine naturel. Comme l'illustre cet exemple, le droit de l'environnement peut être conçu comme un instrument de protection de la nature et de la biodiversité. Et ça résulte des fonctions que le droit assume au sein de la société. Le droit, c'est à la fois un instrument de direction des conduites humaines, que ce soit par l'incitation ou par l'obligation, mais il assume aussi une fonction d'arbitrage entre des valeurs sociales concurrentes. Si bien que le combat juridique en faveur de la protection de la biodiversité, il se mène à tous les niveaux. Il se mène au niveau de la conception de la norme juridique, et c'est ce qui illustre par exemple le débat actuel sur le degré d'ambition du projet de loi climat et résilience auquel j'ai fait allusion déjà tout à l'heure. Mais c'est aussi un combat qui se mène au niveau de l'application, de l'effectivité de la norme. Et ici, pour conclure, je peux évoquer évidemment le niveau de l'action contentieuse, parce que le droit de l'environnement, depuis une quarantaine d'années, ces avancées majeures, elles sont en grande partie, ou en tout cas dans une partie significative, dues aux actions contentieuses qui ont été menées par des associations de protection de l'environnement. Si je devais citer qu'un seul exemple pour conclure dans le domaine de la biodiversité, et qui soit un exemple récent, ce serait l'application par le Conseil d'État du principe de précaution en faveur de la protection des espèces sauvages à l'occasion d'un contentieux sur la chasse à la tourterelle des bois en 2020. En l'espèce, dans l'affaire en question, seule la tourterelle des bois est concernée, mais grâce à cette décision juridictionnelle, ce sont toutes les espèces sauvages qui, théoriquement, pourront à l'avenir bénéficier du principe de précaution dans une perspective de renforcement de leur protection. Je vous remercie pour votre attention. Et merci Simon, merci à toi. Et merci également à tous les intervenants et intervenantes précédents pour avoir abordé des sujets si variés et tous du coup en sens emblématique de la conservation de la biodiversité. Je repasse maintenant la parole à Madame la Ministre pour conclure cette première séquence. Sincèrement, moi, il y a une seule phrase qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a un objectif, sensibiliser, éduquer, s'outiller, faire évoluer la loi, puisque j'ai entendu évidemment Simon et les questionnements qu'il pose. Il y a pas de, moi, je pose pas de hiérarchie dans les formes en fait d'engagement. Et je pense que chacun doit trouver l'engagement qui est le sien, la forme d'engagement qui est le sien, tant que l'objectif est le même. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, en entendant Angéline tout à l'heure, enfin juste avant Simon, qui explique à quel point les plus jeunes sont extrêmement sensibles et perméables presque à l'acculturation, aux enjeux qui sont les nôtres, c'est évidemment, moi je pense que c'est un des piliers de la transformation en profondeur. Et c'est pour ça, je ne veux pas rentrer dans
dans un plaidoyer. Mais c'est pour ça qu'avec le ministre de l'Éducation nationale, on est en train de développer l'éducation aujourd'hui, non pas que à l'environnement, mais c'est à l'environnement, au développement des éco-délégués pour les plus jeunes, parce que je pense que cet engagement, il doit commencer dès les établissements. Mais ça ne peut fonctionner que si les enjeux sont acquis. Et donc, quand j'entends Laura, Romain, Angéline, moi, j'entends des formes d'engagement, certes, qui sont différentes, mais qui servent le même objectif, l'objectif de transformation en profondeur, de sensibilisation et surtout d'action concrète. Et je crois que c'est bien la force, c'est que si finalement chacun trouve le sien, alors on peut réussir parce que c'est absolument complémentaire et donc nécessaire. Mais ça pose un sujet. Ça pose le sujet de comment on permet à chacun encore plus de trouver lui son chemin ou sa forme d'engagement, la forme dans laquelle il se sentira le plus à l'aise, qu'il va adopter le plus facilement possible pour ne pas laisser une partie de la jeunesse. Et là, je vais revenir au propos de la présidente en introduction, une partie de la jeunesse à côté des enjeux de notre temps et donc à côté des enjeux de transition et de protection de la biodiversité et plus largement des enjeux environnementaux. Et c'est là où je crois qu'on doit plus fortement encore démocratiser les formes d'engagement pour montrer que oui, on peut le faire sous plein de formes, en étant en service civique, en étant soi-même dans un engagement éducatif pédagogique ou en intégrant une structure associative dans laquelle l'engagement et la mission est celle de protéger et évidemment d'être dans l'action. Voilà les quelques mots que je souhaitais partager après les témoignages, parce que cette richesse, elle est quand même... franchement, elle donne la pêche, en fait. Donc merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de votre soutien. Et puis, on espère, enfin, en tout cas, au nom des membres du Comité français, on espère vous accueillir quand la situation sanitaire sera meilleure sur le terrain pour rencontrer les jeunes bénévoles, les jeunes en service civique, les jeunes engagés de l'ensemble de nos associations et de l'État aussi, puisque un certain nombre travaillent pour les services de l'État. Merci effectivement, Madame la Ministre, pour le mot de la fin. Donc, comme prévu, après ces différents témoignages concrets, on va maintenant passer à la partie suivante, en revenant sur la mobilisation plus générale de la jeunesse pour la biodiversité, avec la présentation de plusieurs dynamiques collectives de mobilisation et de sensibilisation. Pour commencer, Camille Etienne, porte-parole du mouvement On est prêt, va nous présenter sa vision de l'engagement et des pistes pour développer le pouvoir d'agir en collectif. Camille, je te laisse la place. Bonjour, vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Parfait, très bien. Génial. Alors, je suis en plus dehors au niveau de... Juste à côté, j'ai enlevé mon masque parce qu'il n'y a personne, mais il est juste là. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est assez drôle de pouvoir parler d'engagement juste en sortant d'une action en direct, de cette action qu'on vient de faire pour recréer un peu ce lien avec les députés. Mais je vous en parle dans quelques secondes. Pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est juste Camille Etienne, une jeune activiste de 22 ans. Je suis aussi porte-parole du mouvement On est prêt et du duo artistique Pensée sauvage. Donc, j'essaye un tiers de mon temps de apprendre. En fait, pour moi, s'engager aussi, c'est être au courant. Et typiquement, ces congrès comme l'UCN ou comme tous les biologistes qu'on peut avoir sur cette question de la biodiversité, en tout cas, moi, c'est eux qui m'ont fait prendre conscience de l'urgence, non seulement pas du climat, mais de cette 6e extinction de masse qu'on est en train de vivre. Et c'était vraiment important pour moi de savoir ses pouvoirs et se dire que si on peut pas agir tant qu'on n'a pas pris conscience de l'ampleur aussi de ce qui se passait, des proportions qui étaient en jeu. Donc, il y a un gros enjeu de ce que je fais et qui, pour moi, doit être de l'activisme aussi, c'est d'informer, de comprendre, de voir ce rôle de transmission des experts vers nous, les plus jeunes, ou nous, les gens. Et puis, une fois qu'on sait aussi, trouver des moments, des endroits de parole. Là, c'était une sorte d'agora de parole avec plein de gens on peut le faire sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, et c'est un peu le rôle aussi d'On est prêt, de vulgariser cette connaissance scientifique pour pousser à l'action. Un autre tiers de ce que je fais après, c'est du lobbying politique aussi, auprès des décideurs politiques, économiques. Et c'est là ce qu'on a fait. Là, typiquement, il y a la loi climat en ce moment à l'Assemblée nationale qui ne reprend pas du tout beaucoup de biodiversité, assez à mon goût. Et l'idée, c'est donc de créer un endroit où on dit, si vous ne regardez pas la démocratie en laissant tomber les citoyens de la Convention citoyenne, nous, les gens, on va venir, la démocratie va venir taper à votre porte et on va attendre de vous que vous veniez nous rencontrer pour échanger, parce que la politique aussi, c'est ça, c'est se saisir des enjeux plus grands que nous-mêmes et donc d'avoir ce dialogue entre les gens et leurs représentants. Donc, on a eu plein de députés de la majorité, même aussi des écolos, de la France Insoumise, de La République En Marche, de LR, et on recrée un peu ce dialogue citoyen. Donc, pour moi, c'est aussi une manière de s'engager. Tout à l'heure, l'un d'entre eux nous disait, de la majorité, nous disait, mais il faut
aussi être capable qu'il y ait des jeunes engagés dans les institutions qui aillent voir dans les instances de l'État. Donc, c'est vraiment important, en fait, de se dire qu'il faut qu'on soit capable aussi parfois de prendre ce pouvoir, pas être que dans le contre-pouvoir, qu'on investisse les services de journalisme, qu'on investisse les grandes banques, qu'on investisse aussi ces postes de dirigeants. Donc, pour moi, c'est aussi être ça activiste. Donc, en fait, s'il y a un message à faire passer, c'est de dire que être activiste, c'est vraiment une manière d'être au monde et que c'est notre manière d'être au monde qu'il s'agit de repenser. Donc, on peut aussi avoir une nouvelle manière de faire et que ça peut, et que c'est simplement ça, c'est cette vision du monde qu'il faut qu'on réussisse à infiltrer un peu partout dans les instances de décision. Et la troisième partie de ce que je fais, c'est une partie un petit peu plus artistique, parce que je pense qu'on a besoin d'artistes pour continuer à rêver et que l'art peut être un très beau moyen, comme le beau. Et quand on parle de biodiversité, c'est forcément cette nature qui nous émerveille. Quand on fait des grandes balades en montagne, quand on va je sais pas, sur un voilier, etc., ou quand on a des moments même juste en forêt, on se rappelle aussi, peut-être moins dans la tête, mais plus dans le cœur, pourquoi on fait les choses. Donc je pense que c'est important de ne pas oublier ça et que l'art, le beau, peut aussi être un sacré levier d'engagement. Je m'entends en double, je ne sais pas si c'est normal. Voilà, je m'arrêtais là pour laisser un peu, s'il y a d'autres questions qui arrivent, avec plaisir. Oui, je me demande si quelqu'un n'a pas laissé son micro allumé, peut-être. Pensez à bien le désactiver si vous l'avez activé par erreur. Merci à toi, Camille, en tout cas, pour ton témoignage. C'est toujours très intéressant de t'entendre. Pour poursuivre sur cette volonté de développement, de pensée critique, d'engagement de la population et a fortiori de la jeunesse, je vais maintenant appeler 2 représentants des jeunes ambassadeurs pour l'environnement. J'ai juste une petite, excuse-moi, je te coupe, je pense à quelque chose d'important à vous dire que je n'ai pas dit, qui concerne carrément la biodiversité. Avec On est prêt, ils sont en train de lancer une campagne très bientôt. Concrète, on pourra rejoindre aussi pour protéger et sanctuariser des espaces naturels, des écosystèmes. Donc, si vous voulez vous engager aussi concrètement, n'hésitez pas à suivre ça sur On est prêt. Merci. C'est noté. Voilà, donc on passe au JAE, les jeunes ambassadeurs pour l'environnement, avec Cécilia Potier et Anatole Lemaire, pour qu'ils nous présentent comment leur association s'y prend pour valoriser et encourager les jeunes engagés pour l'environnement. C'est à vous. Merci Fabien. Cécilia, tu veux commencer? Anatole qui commence, sinon comme... Je peux commencer, oui, ça sera... Voilà. Ok, très bien, pas de problème. Eh bien, bonjour à toutes et tous et merci de nous laisser présenter l'association des jeunes ambassadeurs pour l'environnement, qui a justement pour objectif de faciliter l'engagement de la jeune génération et qui, face aux enjeux omniprésents liés à la protection de la nature, justement, privilégie le territoire local pour cette transition écologique et solidaire que nous souhaitons mener. En ce sens où nous nous engageons à pérenniser l'action en faveur de l'environnement, nous voulons mettre à l'honneur justement l'engagement de la jeune génération, puisque nous diffusons les actes de jeunes engagés à l'aide de vidéos, de podcasts ou de reportages. Et les actions les plus abouties sont valorisées directement sur notre site, mais également au travers d'événements organisés au niveau national ou international, à l'image des 2 sessions hier, sur l'engagement des jeunes ambassadeurs réunionnais et mahorais. Alors, fort de ce panorama, nous ne voulons pas seulement être dans la communication ou le plaidoyer, nous souhaitons utiliser l'ensemble des leviers d'action pour faire progresser la redynamisation des territoires. Nous voulons notamment porter nos efforts sur le développement de micro-projets tels que la valorisation des déchets verts, développer un projet d'agriculture ou alors réintroduire les pollinisateurs en ville afin de préserver et restaurer la nature près de chez nous en gardant toujours cette idée d'un territoire local. Nous voulons faire de chaque jeune un relais justement de cette cause en sensibilisant et en encourageant d'autres jeunes à s'engager pour protéger la nature. Nous tenons également à valoriser les territoires ultramarins, à l'instar des premières actions menées à La Réunion sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ou encore à Mayotte sur la valorisation de la faune locale et la transmission de gestes éco-responsables. Nous nous faisons également les porte-voix de nos actions à l'international, puisqu'avec le soutien de la Commission européenne, 10 membres de notre association vont bâtir un projet de protection de la nature, puis nous les présenterons lors du congrès mondial de l'IUCN à Marseille en septembre prochain. Et à vrai dire, participer à de tels événements nous offre l'opportunité de prendre part au débat, de proposer des solutions et des pistes d'action aux côtés des acteurs et décideurs de la transition écologique. En ce sens, et je terminerai par ce point,
être jeunes ambassadeurs de l'environnement, c'est se faire le porte-parole de la nature et pouvoir porter la cause de la protection de la nature, sensibiliser et mobiliser d'autres jeunes, les encourager justement à s'engager. Et pour ce faire, nous nous formons aux enjeux de la protection de l'environnement et du développement durable lors de différents comptes élus, lors de différentes rencontres avec des élus ou des acteurs de la transition écologique coordonnés par nos parrains et marraines, notamment l'ambassadeur de l'environnement ici présent, Yann Verling. Et donc, les jeunes ambassadeurs pour l'environnement œuvrent pour que des mesures à la hauteur des besoins environnementaux soient prises par l'ensemble des territoires. Et nous tenions à souligner la pluralité des engagements possibles aujourd'hui. Et pour être encore plus concret sur cet engagement, je cède la parole à Cécilia. Et pour toutes celles et ceux qui aimeraient nous rejoindre, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Merci à vous. Merci Anatole. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Cécilia Potier et je suis membre de l'association des jeunes ambassadeurs pour l'environnement. J'ai commencé à réellement m'engager pour l'environnement avec mon stage aux Écomères, une association qui est dirigée par Maud Lelièvre, qui est présente ici. C'est les travaux et les projets sur lesquels j'ai pu travailler qui m'ont fait une sorte d'électrochoc et qui m'ont permis de réellement me pencher sur les enjeux et l'importance aussi de la préservation et de la protection de la biodiversité. Le sujet que je voulais aborder rejoint beaucoup ceux abordés précédemment, à savoir le fait de rendre plus accessible la biodiversité et les actions à mener pour la protéger. C'est quelque chose qui découle un peu de mon propre exemple parce que avant justement de rejoindre l'association Les Écomères, la biodiversité, c'était une notion qui me semblait assez complexe et un peu abstraite. Je pense que je n'avais pas conscience de l'importance de la nature au quotidien. Et c'est un discours que j'ai pu noter qui était récurrent chez beaucoup de gens autour de moi. Or, quand on parle aux personnes en face de sujets qui nous concernent tous, comme l'accès à l'eau potable ou le plaisir d'avoir des villes fleuries, ou les balades en montagne ou en forêt, et qu'on met en parallèle avec la déforestation ou l'étalement urbain, par exemple, j'ai remarqué qu'on saisissait mieux l'importance qu'a la nature au quotidien, que ce soit sur la santé ou sur les espèces vivantes. Et je pense que c'est aussi ce qui peut permettre aux gens de rejoindre des collectifs ou des associations, ou alors d'agir individuellement et concrètement, sans nécessairement en faire son métier ou y avoir été prédestiné. Donc voilà, enfin, je voudrais dire que je pense que c'est grâce aux travaux de sensibilisation qu'on va notamment pouvoir tous s'unir pour la protection et la biodiversité. Merci tous les deux. On va donc passer au dernier exposé de cette séquence avec la présentation d'une initiative territoriale. Avec nous, nous avons Astrid Lano du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui va nous parler de leur COP Jeunesse, une initiative très percutante. On verra si ça peut amener à de nouvelles initiatives ailleurs sur notre territoire et autres dispositifs du département. Astrid, je te laisse la parole. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Oui, c'est bon, oui. Merci. Il n'y a pas de caméra. J'ai pas de webcam, désolée. Madame la ministre, monsieur l'ambassadeur, madame la présidente et chers tous, je vous remercie de m'accorder ce temps de parole. Donc, je suis Astrid Lano, j'ai 26 ans et je suis chargée de mission au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et je vais profiter de ce temps de parole pour vous présenter deux types d'actions réalisées par la collectivité afin de sensibiliser et de mobiliser les jeunes du territoire aux enjeux de protection de la nature et de l'environnement à travers l'échange et le partage de connaissances. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter le dispositif de COP Jeunesse, donc Conférence des parties pour la jeunesse. Donc, c'est une initiative du département en partenariat avec l'Éducation nationale, l'Office français pour la biodiversité et les associations Landestini et les Petits Débrouillards. Donc, c'est un projet qui mobilise la jeunesse en lui donnant directement la parole et de façon concrète
sur les sujets de biodiversité. Donc, c'est un projet qui se déroule en 2 niveaux d'exercice. Tout d'abord, la COP en elle-même, qui réunit plus de 200 jeunes âgés de 10 à 18 ans sur le territoire des Bouches-du-Rhône, dans un exercice de simulation d'une COP internationale, c'est-à-dire que chaque participant joue le rôle d'un État, d'une entreprise, d'un média, d'une ONG, et doit défendre ses intérêts en matière d'environnement et débattre avec les autres participants dans le but d'arriver à un consensus entre toutes les parties. Alors cet exercice était initialement prévu en présentiel, mais évidemment, compte tenu du contexte sanitaire, nous avons été obligés de composer donc, avec la pandémie et de repenser l'exercice en distanciel. Donc il se présente sous la forme de 6 ateliers, donc 3 ont déjà eu lieu et 3 sont à venir, de 2 heures à chaque fois en visioconférence. Et c'est l'occasion de débattre donc, sur les sujets de protection des espèces et des espaces, d'utilisation raisonnée des ressources naturelles, ou encore la façon de protéger de façon équitable la biodiversité. Donc les jeunes sont appelés à débattre lors de cette COP jeunesse. Et en parallèle de cet exercice donc en visio, nous avons développé une plateforme, un espace de forum en ligne où les jeunes peuvent s'exprimer sur les problématiques environnementales locales et apporter des solutions aux problèmes liés à la biodiversité sur le territoire des Bouches-du-Rhône en proposant des solutions et des actions concrètes. Donc ces 2 niveaux d'exercice, à savoir la COP et les accords de Provence trouveront leur conclusion avec une séance plénière qui aura lieu à la fin du mois de mai, et qui permettra de valider pour la COP jeunesse le consensus qui aura été préparé à l'issue des débats, et de formaliser également les accords de Provence. Donc ces 2 éléments seront soumis à la ratification de l'Assemblée départementale pour leur donner une dimension concrète. Et nous espérons bien sûr pouvoir présenter une délégation des participants, donc de ces jeunes participants, lors du Congrès mondial de la nature afin de présenter le projet en septembre à Marseille. En parallèle de ce projet de COP Jeunesse, j'aimerais aussi vous parler d'un autre type d'action que mène le département pour sensibiliser la jeunesse à la biodiversité. Donc, nous développons différents supports pédagogiques afin de montrer et faire découvrir et partager les connaissances naturalistes de notre beau territoire. Donc, à la fois à travers d'ouvrages. Donc, j'ai indiqué sur le PowerPoint, par exemple, que nous réalisons des atlas. Donc, c'est des beaux ouvrages qui sont distribués dans les collèges des Bouches-du-Rhône, qui traitent à la fois de la flore, de la faune et bientôt un prochain atlas sur la géologie des Bouches-du-Rhône. Et nous développons en même temps une collection de livrets, dont vous pouvez voir certaines couvertures sur la diapositive. Donc, ce projet a commencé à partir du livret de la biodiversité, qui présente vraiment une déclinaison de la faune et de la flore qu'on peut retrouver sur notre territoire à travers un bel ouvrage illustré qui a été distribué à tous les collégiens du territoire et qui maintenant est disponible sur les tablettes des collégiens en version numérique sur leur tablette numérique. Et nous déclinons du coup cette collection de livrets en différents ouvrages à la fois orientés découverte du milieu, par exemple un livret sur la forêt, un livret sur le sol, sur l'eau, sur la mer du territoire, et des livrets plus orientés sur les espèces, par exemple les papillons, les amphibiens, les reptiles. Donc je n'ai pas tout mis sur cette diapositive parce que ces livrets seront lancés à l'occasion du Congrès mondial de la nature, donc je vous laisserai la surprise à cette occasion-là de découvrir l'ensemble de la collection. Et enfin, j'aimerais préciser que nous avons également réalisé un web documentaire. Donc, c'est une déclination numérique du livret de la biodiversité sous la forme d'un site interactif que je vous invite à découvrir parce qu'il est vraiment magnifique et vous pouvez découvrir sous la forme de photos ou de vidéos vraiment toute la richesse du patrimoine naturel des Bouches-du-Rhône. Et je pense qu'en ces périodes de confinement où nous n'avons pas forcément la possibilité de nous déplacer sur les espaces naturels, c'est vraiment une belle occasion de pouvoir voyager à travers nos écrans et d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est ce que nous voulons développer parce que je pense que la connaissance de ce patrimoine naturel peut être vraiment un moteur pour engager la jeunesse dans la protection de la biodiversité. Et je vous remercie pour ce temps de parole. Merci Astrid pour cette présentation. Je sais que sur le programme, on était censé passer à une séquence de questions-réponses. Donc, sachez qu'on note bien vos questions. Comme on a pris un peu de retard, je vous propose plutôt de passer à la dernière partie de cet atelier. Et on verra à la fin combien de temps il nous reste pour répondre à vos questions. Donc, continuez à les poser en commentaire. Hein, voilà, on les note bien comme il faut. Maintenant, nous allons, sur cette troisième partie, nous pencher sur la place que peuvent prendre les jeunes dans les prises de décisions internationales et notamment pour rapprocher les sujets biodiversité et climat dans les engagements politiques des États. On a donc avec nous l'ambassadeur de la France pour l'environnement, Yann Verling, qui avait ouvert avec
avec d'autres intervenants cette session. Il est avec nous pour introduire le sujet. Monsieur Verling, je vous laisse la parole. Oui, merci de me redonner la parole pour évoquer ça. Moi, je crois qu'au niveau international, on a eu des mobilisations climat, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient très fortes. Moi, j'avais été à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies il y a 2 ans. Le temps passe vite avec la Covid, mais il y a 2 ans, on avait fait un sommet sur la biodiversité et le climat. Et il y avait une manifestation dans la rue de centaines de jeunes qui étaient venus du monde entier, dont Greta Thunberg, pour interpeller les chefs d'État présents à cette occasion-là sur le climat. Et moi, je pense vraiment qu'on a besoin de l'équivalent sur la biodiversité. Alors, si je puis dire un avis, c'est que je pense aussi qu'il faut qu'on fasse attention au découragement. Je le dis comme je le pense, parce que tout à l'heure, Manrifa faisait un témoignage qui m'a parlé, parce que je note qu'il y a beaucoup d'engagements qui peuvent être faits par des jeunes qui sont, et d'ailleurs des moins jeunes aussi, hein, on peut se mettre au militantisme à tout âge, mais c'est vrai que chez les jeunes, il peut y avoir une forme d'énergie qui existe moins quand on prend de l'âge. Et donc, le vrai risque, c'est le découragement, c'est-à-dire de se dire qu'on fait tout ça pour rien, que ça n'avance pas, que les décideurs n'écoutent pas, que les décisions ne sont pas prises. Et je le sens bien aussi dans une forme de colère dans les propos qui sont tenus parfois. Et ça, pour répondre à ça, il faut, je crois, canaliser un petit peu les choses. D'abord, il faut pas partir tout seul, parce que tout à l'heure, l'exemple de Manrifa était très, très intéressant, parce qu'en matière de biodiversité, c'est souvent assez technique, c'est souvent assez concret. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des choses qui peuvent être de bonnes intentions, et puis à la fin, ça ne marche pas, ou alors c'est même contre-productif pour la nature et les animaux qu'on veut protéger, ou les espèces qu'on veut protéger. Donc, il faut absolument l'expertise accompagne les jeunes qui veulent faire des choses. On a vraiment besoin de ce lien entre la science et les mouvements d'engagement, que les choses se fassent avec des résultats. Et puis, sur les engagements qui sont pris à l'international, au national, au local, c'est pareil. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas partir dans des revendications qui soient un peu trop généralistes, un petit peu trop, peut-être aussi trop radicales, parce que là aussi, on peut se retrouver face à des grands découragements, parce qu'en fait, on revendique des choses qui, pour les décideurs, ne parlent pas. On ne leur demande pas des choses précises. Or, il faut aller dans le précis, il faut aller dans le concret. Et c'est moi le message que j'ai envie de passer aux jeunes, c'est de dire travailler les messages, travailler la revendication pour que la décision puisse être prise derrière. Après, si elle n'est pas prise, vous pouvez faire les reproches qui vont bien. Mais je ne sais pas, par exemple, si on se met à un niveau local, si vous demandez à un maire de mettre en place et de généraliser des repas sans viande dans toutes les cantines, il le fait pas. Mais c'est concret. Si vous demandez le classement d'un espace naturel qui peut l'être parce qu'il doit être, pareil, vous faites une revendication qui est hyper concrète. Ou si vous demandez, comme on l'a vu ici ou là, à des maires ou à des élus locaux de mettre en place des décisions de protection d'un cours d'eau ou de même porter éventuellement des messages qui sont forcément de leur ressort, mais qui sont des zones de protection des écoles vis-à-vis de champs avec des pesticides. C'est du concret. Donc après, ils font pas, mais en tout cas, vous êtes sur des revendications concrètes trop générales. Ouais, j'ai toujours peur de ce découragement, et c'est toujours l'inquiétude que j'ai, c'est que l'engagement, c'est quelque chose qui doit, pour être efficace, doit s'inscrire sur la durée. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, Monsieur Verling. On continue donc sur le volet engagement de la jeunesse au niveau international avec Nathan Métainier, conseiller pour le climat auprès du secrétaire général de l'ONU, qui va donc revenir sur les différentes structures existantes et certains mécanismes des processus décisionnels.
Bonjour à tous, j'espère que vous pouvez m'entendre. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Ravi de voir qu'il y a autant de participants, ça fait vraiment plaisir, puisque avant d'être jeune conseiller sur le climat et sur les questions environnementales auprès du secrétaire général des Nations Unies, je suis aussi un activiste de 21 ans, étudiant aussi. Je travaille avec différents réseaux. J'ai été actif dans plusieurs organisations de jeunesse sur l'environnement en France, mais aussi en fondant une coalition d'organisations qui se battent pour que l'environnement et la protection du climat soient plus intégrés dans les processus décisionnels de l'Union européenne, dans les différentes institutions. Ça s'appelle Generation Climate Europe. On représente 10 réseaux et plus d'une vingtaine de millions de jeunes Européens. Et je suis aussi membre de Youth and Environment Europe, qui est le plus large réseau d'organisations environnementales en Europe. Donc, pas juste l'Union européenne, mais l'Europe en général, c'est-à-dire autant autour de la mer Noire, de l'Asie de l'Est, qu'en France et en Angleterre. On a des membres qui, d'ailleurs, de nombreuses personnes ici doivent faire partie, des jeunes ambassadeurs pour le climat, du REFED ou du Réveil pour un réveil écologique. Et d'ailleurs, ravi aussi d'entendre qu'il y a d'autres organisations que je ne connais pas du tout. Du coup, ici, pour vous dire aussi ce que nous on fait, quels sont les différents moyens de s'engager. Moi, je suis donc passé par différentes associations et j'ai été contacté à l'été dernier par le secrétaire général des Nations Unies pour faire partie de ce groupe qui est composé de 7 activistes dans 7 continents, tant en Amérique du Sud qu'en Asie et en Europe, pour le conseiller sur sa stratégie climat, c'est-à-dire comment, justement, quelles demandes lui faire porter par les jeunes et aussi pas seulement pour les jeunes, mais pour toute l'action de l'ONU, donc pas seulement le secrétaire général, mais aussi le programme des Nations Unies pour l'environnement, pour le développement, UNESCO, etc. Et puis aussi, bien sûr, faire remonter les demandes. Alors, bien sûr, c'est toujours très délicat parce qu'on dit représenter la jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne pense pas que je représente la jeunesse, mais c'est sûr qu'on représente une partie de la jeunesse, on représente des demandes qui nous paraissent importantes, notamment parce que quand on parle de 2050, bien sûr, les personnes souvent qui parlent de 2050 aujourd'hui, elles ne seront pas là en 2050. Et c'est pour ça aussi que c'est important qu'on soit autour de la table. Moi, j'avais 19 ans quand j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps à Bruxelles et j'ai été vraiment étonné de voir qu'on discutait comme ça de notre futur sans qu'il y ait ni d'ailleurs parfois une femme autour de la table ou des jeunes autour de la table. Du coup, il y a plusieurs façons de s'engager. Bien sûr, s'engager dans des associations qui travaillent sur ces questions-là, qui essayent de faire monter en compétence les jeunes sur les questions de climat, d'environnement. Et ensuite, vous pouvez aussi vous engager à travers ce qu'on appelle les Youth Constituencies. Et je pourrais mettre des liens dans le chat juste après. C'est-à-dire qu'en fait, un grand nombre d'institutions onusiennes, de conventions onusiennes, ont ce qu'on appelle la société civile qui s'organise à travers différents groupes, donc autant les business que les organisations environnementales, que les jeunes. Et donc, il y a un groupe qui s'appelle le groupe pour les enfants et les jeunes qui s'organise. Donc, ce groupe, il est fait tant d'individus, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, en tant que vous pouvez faire partie de ce qu'on appelle YONGO, qui est la Youth Constituency, je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais le groupe des jeunes pour la Convention pour le climat, ou pareil, pour la biodiversité, vous pouvez rejoindre la Convention le CBD pour la biodiversité et par ce biais faire partie des processus décisionnels. Il y a plein de groupes de travail et ça, c'est dans le monde entier, c'est-à-dire que tant des jeunes qui sont en Afrique du Sud, au Brésil, au Soudan, peuvent participer sur ces groupes de travail et travailler ensemble et pousser pour des demandes. Et effectivement, pour revenir sur ce que disait Monsieur l'ambassadeur, effectivement, c'est toujours un équilibre entre avoir la volonté de ne pas perdre le cap, qu'on ne demande pas simplement un changement, des petits changements, ce qu'on appelle les fixes, qu'on ne demande pas juste des petits changements de réduction, etc., mais qu'on demande un vrai changement de société, où on repense la manière dont on fait la diplomatie climatique, dont on met le bien-être au cœur, au lieu de toujours parler de la croissance économique, et puis aussi
de repenser la manière dont on considère la biodiversité, c'est-à-dire pas seulement protéger des espèces animales, pas seulement protéger des espèces naturelles, mais penser que les forêts, que les espèces naturelles, c'est des espèces où il y a aussi des humains, où il y a aussi des populations autochtones, et que très souvent, on fait ce qu'on appelle de l'environnementalisme blanc ou de l'Ouest, c'est-à-dire qu'on protège la nature sans penser aux populations locales et qu'on néglige leurs droits. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ma collègue Archana, qui est la représentante indienne dans le groupe de 7 activistes dans lequel je fais partie, ouvrait tout à l'heure ou maintenant, je ne sais pas quand, le sommet de la UCN, et c'était le message qu'elle voulait porter. Donc voilà, différentes choses à penser. Je pense que ce qui est très important aussi, c'est de penser qu'on ne vit pas une crise climatique ou une crise de la perte de la biodiversité, mais c'est une crise à la fois de la perte de la biodiversité, une crise sociale avec les inégalités qui augmentent, et aussi bien sûr une crise climatique. Et je vous invite tous dans votre engagement, que vous soyez déjà engagés ou pas, à réfléchir à la crise de cette manière-là, parce que je pense sincèrement que c'est comme ça qu'on peut apporter des solutions, et pas simplement en étant engagé dans des petits processus sur des questions très concrètes, sur seulement la biodiversité, sans penser que ça, c'est lié à une crise qui est beaucoup plus globale. Voilà, je voulais juste vous partager ces quelques mots et vous dire aussi que, bien sûr, moi, je suis juste étudiant, j'ai 21 ans, je me suis engagé quand j'avais 19 ans, et que, voilà, même en s'engageant juste comme ça, en passant d'une association à l'autre, en découvrant ce qui vous convient, il n'est pas du tout difficile de parler aux décideurs au plus haut niveau, et que tous les engagements se valent, et qu'il faut de tout aussi pour qu'on avance ensemble. Voilà, je ferai passer quelques liens dans le chat pour vous si vous voulez découvrir d'autres moyens de vous engager. Et puis, ravi si vous avez des questions ensuite d'y répondre. Merci Nathan pour ton témoignage, et pour rappeler qu'on va essayer de répondre à un maximum des questions juste après la dernière intervenante, qui est donc Chloé Gerbier, coordinatrice juridique de l'association Notre Affaire à tous. Elle va prendre la parole pour revenir plus spécifiquement sur une articulation climat-biodiversité dans la prise de décision. Oui, bonjour à toutes et à tous. Le son, c'est OK? Ok, super. Du coup, voilà, moi je suis juriste de l'association Notre Affaire à tous, donc tout le monde n'a peut-être pas entendu parler de cette association. Elle est particulièrement connue pour avoir initié l'affaire du siècle, qui était en fait le fait d'attaquer l'État en carence fautive pour inaction climatique, donc notamment baisse des gaz à effet de serre, aux côtés des associations Oxfam, Greenpeace, FNH. Et donc, cette association a pu du coup obtenir au moins une première victoire, car l'État a été reconnu coupable. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il sera condamné préjudice ou pas, mais c'était déjà une victoire. Et je voulais commencer par rappeler cette victoire-là pour aussi pouvoir discuter de cette séparation qui se passe en droit et dans notre société entre climat et biodiversité. Je considère, pas seulement parce que je suis juriste, mais que le droit est en quelque sorte le fondement de notre société, et en fait, il transparaît en droit beaucoup des travers de notre société, et on peut gagner aussi énormément de victoires en droit. Je pense évidemment au droit à l'avortement et à d'autres grandes victoires de droit. Et donc, souvent, le droit permet ce revirement et de rendre quelque chose qui est une demande en quelque chose qui est un socle de la société. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le droit va, mine de rien, diviser lui aussi climat et biodiversité. Dans le sens où, bon, déjà, on peut commencer avec les grandes conférences internationales entre Rio et Nagoya, avec une célébrité toujours un peu plus grande pour les aspects climat. Mais ça existe aussi à l'échelle la plus petite, à l'échelle de nos collectivités, où on va traiter des continuités écologiques, des petites choses d'un côté, en zone naturelle, un peu mettre ça dans un coin, donc c'est là où on ne va pas trop toucher. Et ensuite, on va traiter des questions économiques, des questions de survivance et de réseau à l'intérieur des zones agricoles et des zones urbaines. Et donc, on va diviser. Et le climat va être traité dans cette zone où l'on vit, alors que la biodiversité va être traitée comme un sujet un petit peu à chaque fois externe à notre sentiment, à notre façon d'être, à notre façon de vivre de tous les jours. Et c'est en réfléchissant à ce que j'allais pouvoir vous raconter que je me suis dit aussi que cette manière de mettre la biodiversité de côté faisait du coup en conséquence
on arrivait à avoir un combat climat qui touchait, qui a beaucoup pris au cœur, etc. Et on avait un peu l'impression de la biodiversité qu'elle était restée de côté et qu'elle attaquait peut-être pas autant, car en fait, dès qu'on pense conséquences des règlements climatiques, on pense à des conséquences qui vont nous toucher directement. Alors que la biodiversité, on a l'impression, et c'est évidemment qu'une impression, que c'est quelque chose de côté. On va avoir ensuite évidemment le droit français qui va être un droit qui est très anthropocentré et en biodiversité notamment, qui n'a pas encore pris d'engagement suffisant et d'engagement opposable. Des engagements chiffrés, on en a, et néanmoins, pourtant, on n'arrive pas à ce que ces objectifs puissent être, disons, contraignants. Des objectifs contraignants, comme on commence doucement mais sûrement à en obtenir sur le climat. Et donc, il va falloir ramener cette biodiversité à l'intérieur de notre ressenti, des choses avec lesquelles on vit, pour pouvoir avoir ce combat, pour obtenir des objectifs contraignants. Et donc, pour obtenir ces objectifs, et c'était compliqué d'imaginer un peu un call to action quand on est juriste, c'est pas trop notre truc, à moins de vous conseiller de tous attaquer quelque chose. Mais on a vraiment ce besoin en fait de demander à l'État, aux différents États, d'aller vers le contraignant, d'aller vers les objectifs qui sont opposables. Aujourd'hui, ça commence à bouger, notamment à l'échelle européenne. On a vu que le Parlement européen avait adopté une proposition pour faire reconnaître l'écocide à l'échelle internationale au même titre que le génocide, donc l'atteinte durable à un écosystème reconnu internationalement comme un crime. Donc peut-être une victoire à venir. En tout cas, c'est quelque chose auquel on travaille déjà et auquel il va falloir encore plus travailler, je pense. Et donc ça, c'est un peu un call to action qui est hyper général. J'imagine bien que vous n'allez pas tous raccrocher votre Zoom et aller mettre la pression pour que soit reconnu l'écocide à l'échelle internationale. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut faire plus facilement et qui va nous permettre justement de peut-être ramener la biodiversité dans l'écosystème en fait, du vivant, le climat, au même titre que le climat, en fait, qui est ce pourquoi on se bat, c'est pour le vivant, et le dérèglement climatique n'a de sens, se battre contre le dérèglement climatique n'a de sens que si on se bat pour le vivant. Et c'est cette action qui est tout simple, qui est en fait de considérer la biodiversité pour ce qu'elle est vraiment, et pas la considérer par l'homme, et surtout essayer d'œuvrer, comme on essaye de le faire et d'autres essayent de le faire à notre affaire à tous, mais pour des droits de la nature et pour la nature, et non pas des droits de la nature faits par l'homme et pour les hommes, ce qui est aujourd'hui ce qu'on a à peu près. Quand on porte atteinte à la nature, on va chiffrer ça en euros, on parle de services écosystémiques. Aujourd'hui, on peut détruire une espèce protégée si on considère que le centre commercial, l'autoroute est d'intérêt public. On va pouvoir détruire cette espèce parce qu'elle est mise en balance face à d'autres intérêts qui sont des intérêts économiques. Or, aujourd'hui, en fait, cette action de considérer la biodiversité en tant que telle et pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un tout, duquel nous-mêmes, en fait, nous faisons partie, va être une action hyper personnelle, mais qui peut aussi se refléter en droit, comme on le voit en fait, dans plein de pays où sont reconnus les droits de la nature. Donc voilà, je voulais vous délivrer ce call to action énorme qui est à l'échelle internationale, et en même temps ce call to action très personnel qui peut permettre justement des revirements complets de la manière dont on considère la biodiversité et donc dont on bâtit notre droit pour pouvoir un jour peut-être nous aussi inclure Pachamama dans notre constitution, comme c'est fait par exemple au Costa Rica ou dans d'autres pays. Merci beaucoup. Merci à toi, Chloé, pour cette présentation. Et donc maintenant, bon, voilà, je sens que vous l'attendiez un petit peu. On va pouvoir passer à la phase de questions-réponses sur le temps qu'il nous reste. Donc, pour commencer, alors c'est une question qui fait écho à cette partie qu'on vient de terminer. C'est qu'on a un objectif de faire de la biodiversité en parallèle du climat, de faire de cette biodiversité, de la question de l'écologie, un enjeu phare, une problématique qui rassemble. Et donc, la question est, de quelle manière peut-on pousser la transition écologique pour qu'elle serve également à réduire les inégalités sociales, les inégalités économiques, qui touchent naturellement aussi la jeunesse, parfois précaire, hein, c'est noté en commentaire. Est-ce qu'il y a une approche particulière, un message à faire passer? Donc, peut-être que Nathan Métainier, tu aurais quelque chose à dire à ce sujet, ou si un autre intervenant veut prendre la parole? Ça a coupé un tout petit peu sur la fin de votre question, je suis désolé.
Alors, ouais, en gros, c'est comment faire pour rattacher transition écologique pour qu'elle réponde aussi aux inégalités sociales et aux inégalités économiques. Voilà, et s'il y a une approche, un message particulier qu'il est bon de faire passer pour la jeunesse, mais aussi pour le reste du monde, évidemment. Oui, c'est vrai, c'est une question très complexe. J'essaierai de répondre très rapidement pour ne pas prendre trop de temps. Mais nous, ce qu'on fait à Youth and Environment Europe, c'est qu'on regarde à tous les processus décisionnels, donc tant ceux qui sont sur la biodiversité, le climat, que ceux qui sont beaucoup plus généralement sur les objectifs du développement durable. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder comment on peut avoir des positions qui sont construites par nos 52 membres dans toute l'Union européenne, dans toute l'Europe, pour justement arriver à se dire comment tant en allant dans des processus qui sont très liés à la biodiversité ou des processus qui sont très liés au climat, comment on peut parler de biodiversité dans le climat et parler du climat dans la biodiversité. Et du coup, cette espèce de stratégie un petit peu qui cherche l'intersectionnalité ou qui cherche à confronter différents processus ou différents enjeux, ça nous aide justement à essayer de regarder cette crise de manière globale, bien sûr, tout en pensant à la montée des inégalités et donc aussi aux questions beaucoup plus de démocratie, comme l'importance qu'il y ait davantage de transparence dans les processus décisionnels ou aussi de servir de vigie quand on voit par exemple que le Royaume-Uni qui est en train de préparer la COP26, qui va être le grand sommet pour le climat, demande à une boîte de consulting de préparer la COP alors même qu'elle conseille en même temps 19 des 25 pires organisations en lien avec les énergies fossiles. Donc être à la fois servir de vigie, mais aussi réfléchir aux différents processus de matière intersectionnelle, toujours en pensant aussi à ceux qui ne sont jamais écoutés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'Europe de l'Ouest, ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de parler à leurs décideurs politiques, comme nous tous directement avec monsieur l'ambassadeur aujourd'hui ou des membres de la UCN. Donc voilà, réfléchir un petit peu comme ça de manière globale. Merci la parole. Je ne sais pas si un intervenant autre ou une intervenante veut ajouter quelque chose sur cette question. Ok, donc on va partir à une question. Pardon, oui. Allez-y, monsieur Marlini. Juste avec l'exemple qu'en France, on a bien vu au démarrage de la Convention citoyenne, pour rappeler et rafraîchir les mémoires, c'est que la Convention citoyenne, elle avait été mise en place parce que quelques mois plus tôt, la taxe carbone française avait fait l'objet de manifestations des Gilets jaunes. C'était un peu le point de départ des Gilets jaunes en France, hein, qui était une manifestation, on va dire, une revendication sociale contre une mesure écologique. Et ça, c'est le collapsus total, c'est-à-dire que c'est la collision totale qu'il faut totalement éviter entre des populations qui ne comprennent pas la transition écologique et une transition écologique qui irait à l'encontre d'une partie de la population qui est plutôt voilà, souvent en milieu rural et plutôt parfois aussi pas des catégories sociales à revenus plutôt faibles. Donc ça, c'est vraiment le truc à éviter à l'avenir. Donc moi, par exemple, sur ce cas précis, je pense qu'il faut vraiment qu'on veille dorénavant, quand on prend des mesures écologiques, à bien en évaluer les impacts sociaux, bien évidemment. Et en l'occurrence, par exemple, la taxe carbone, d'ailleurs, je dois dire que je ne comprends pas pourquoi la Convention citoyenne ne l'a pas reproposée. C'était quand même ça qu'on lui demandait de faire, mais bon. En l'occurrence, ce qui me paraît important, par exemple, sur une taxe carbone, sur une fiscalité écologique, c'est que les gens comprennent bien à quoi va servir la fiscalité écologique. Et notamment qu'éventuellement, en l'occurrence pour la taxe carbone, on aurait pu imaginer que les bénéfices de cette taxe soient redistribués totalement aux foyers les plus faibles pour pouvoir aller vers la transition écologique, changer la voiture, changer la chaudière, etc. Ce qu'on fait déjà, mais enfin, on aurait dirigé cette taxe à des dépenses à caractère social et écologique, on aurait rendu acceptable cette taxe. Bon, on l'a pas fait comme ça, mais je crois que vraiment c'est un point de vigilance à l'avenir à avoir, en France comme ailleurs, à ne pas faire des mesures écologiques qui seraient mal comprises par une partie de la population et qui, du coup, du point de vue des décideurs, pourraient être rejetées. Et alors, c'est comme on dit l'expression, on jette le bébé avec l'eau du bain. Et ça, vraiment, il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes et la taxe carbone.
Bien, personne d'autre ne veut intervenir sur ce sujet, parce que c'est vrai que c'est un sujet très, très, très riche, on pourrait y passer des heures, à mon avis. On va essayer quand même de passer à une autre question, donc une question un peu plus concrète. Donc, c'est sur les premiers témoignages que nous avons eus, hein, donc, de jeunes qui travaillent professionnellement sur le terrain. Est-ce que par vos actions, celles que vous avez menées, vous avez vu le statut de certaines espèces, de certains espaces naturels s'améliorer au cours des dernières années? Alors, j'aurais aimé la poser à Laura Paris, Roman Achari. Donc, je crois qu'ils ont dû nous quitter. Donc, peut-être que Manrifa, tu pourrais dire quelque chose à ce sujet? Ou Angeline aussi, quelqu'un qui travaille sur le terrain et qui peut voir si son action, en fait, au fil du temps, a pu faire un peu évoluer les choses. Alors oui, je vais prendre la parole puisque mes autres collègues ne sont pas là, même si je pense qu'ils sont peut-être mieux placés que moi pour en parler. Mais oui, heureusement, il y a quand même certaines espèces pour lesquelles il y a du positif et qui remontent en termes d'effectifs, etc. Malheureusement, on se retrouve d'une manière générale, je pense, avec un bilan aujourd'hui qui est encore toujours négatif, même si en effet, on a quand même certaines espèces, qu'elles soient animales ou végétales, qui vont mieux et qui, heureusement, les actions qui ont été mises en place dessus ont permis justement de rebooster un peu les populations. Après, en termes de proportion, de mon point de vue, c'est encore trop inégal entre ce qui va mieux et ce qui ne va toujours pas bien ou ce qui est en déclin. Après, ça va aussi dépendre des territoires. On a des territoires qui sont, entre guillemets, plus sensibles ou en tout cas plus soumis, ou en tout cas soumis beaucoup plus rapidement au déclin de certaines espèces. Pour avoir été en métropole et sur des territoires insulaires ultramarins, clairement, dès qu'on est sur une île, le territoire est beaucoup plus petit. Donc la pression anthropique, elle est rapidement plus forte. On est entouré par du littoral, donc la problématique du trait de côte, par exemple, elle va aussi être beaucoup plus forte et beaucoup plus visible que sur un continent. Donc ça va dépendre également des territoires. Donc le bilan n'est pas complètement à 100% négatif. Heureusement, il y a du mieux sur certaines espèces. Après, voilà, d'un point de vue global, je pense qu'on n'y est pas encore, malheureusement. Merci Angine pour avoir répondu à la question. Alors, on va passer à une question un peu plus longue, du coup, on pourra alterner avec les questions coup de poing et les questions un peu plus fleuve. Donc ça, c'est une question qui est passée dans d'autres canaux du sommet, hein, je l'ai vu lors de la plénière et à d'autres ateliers. C'est que les jeunes reprochent souvent un manque d'authenticité, de sincérité de la part des décideurs, ce qui peut les décourager lorsqu'ils veulent se mobiliser. Donc, dans cette situation, comment leur montrer qu'ils ont eux aussi, en tant que jeunes, une forme d'expertise et leur montrer que leur voix peut être valorisée et qu'ils ne sont pas simplement considérés comme des consommateurs. Alors, je n'ai pas de personne particulière à qui poser la question. Je ne sais pas si Madame la Ministre veut s'exprimer ou si un autre intervenant souhaite y réagir. Et du coup, je réagis encore. Pas de souci, vas-y. Décidément. Non, mais je pense que après, c'est dans tous les domaines, mais je pense qu'il y a toujours ce conflit de génération, dans le sens où les jeunes sont peut-être moins pris au sérieux par manque d'expérience, par ce genre, on va souvent se retrouver confronté à ce genre de réponses, manque d'expérience, manque de visibilité. Et du coup, malheureusement, c'est vrai que ça coupe beaucoup d'initiatives et beaucoup d'engagements qui, du coup, ne vont pas pouvoir tenir sur le long terme. On a beaucoup de jeunes qui vont être mobilisés, mais que sur un certain temps, parce que malheureusement, ils se retrouvent avec des portes fermées, avec un manque de moyens, alors qu'ils ont des idées qui peuvent être novatrices et qui peuvent être tentées. Et malheureusement, faute de moyens aussi et de prise au sérieux, il y a beaucoup de choses qui sont abandonnées. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre en compte qu'on est maintenant dans une époque où les jeunes ont accès à de l'information beaucoup plus tôt, à une information beaucoup plus jeune, et que malgré leur jeunesse et peut-être un certain manque d'expérience, c'est sûr, mais ils ont aussi plein de bonne volonté et une énergie
débordantes qu'il faut aussi mettre en avant et il faut aussi leur laisser leur chance. Et je pense que ça fait aussi partie des choses pour lesquelles les jeunes ont tendance à se démobiliser malheureusement. On ne leur laisse pas assez leur chance, je pense. Bon, merci de nouveau à toi. Pour changer d'orateur, je vais poser une question cette fois sur un côté juridique. La question est simple, c'est est-ce que le droit de l'environnement est suffisant pour répondre aux enjeux de la biodiversité? Donc, naturellement, je vais plutôt l'adresser à Simon Jolivet et Chloé Gerbier. Si l'un de vous deux veut prendre la parole pour commencer. Je laisse Chloé peut-être si elle souhaite. Non, vas-y, je viens juste de parler. Est-ce que le droit de l'environnement est suffisant pour la protection de la biodiversité? Je répondrai en deux temps, c'est-à-dire que je pense que d'abord, il faut parvenir à mieux appliquer ce qui existe déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup de droits qui existent, de droits de l'environnement qui existent en faveur de la biodiversité, mais le problème, c'est qu'il n'est pas suffisamment appliqué, et c'est la raison pour laquelle a été pensé, notamment au sein de la Société française pour le droit de l'environnement, le principe de non-régression du droit de l'environnement qui a été introduit dans la loi biodiversité de 2016 et qui vise déjà à ne pas reculer sur les acquis de la protection de l'environnement. Le problème qu'on constate, c'est qu'en même temps qu'on a des lois qui avancent sur la question de l'environnement, on a aussi des lois qui reculent en même temps sur cette question-là. Parmi les exemples récents, on peut citer la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, la loi ASAP, qui détricote un grand nombre de procédures environnementales. Ensuite, une fois qu'on aura appliqué correctement le droit de l'environnement qui existe déjà, on pourra penser effectivement à des réformes pour aller plus loin. On peut le faire en même temps, hein, mais je veux dire, il faut déjà appliquer ce qui existe. Et de ce point de vue-là, moi, je pense qu'une approche de précaution en matière de protection de la biodiversité peut être extrêmement intéressante parce que le principe de précaution permet de ne pas attendre d'avoir des certitudes scientifiques pour protéger des espèces et pour, le cas échéant, renforcer la protection face à des menaces même incertaines. Il y a cette approche de précaution qui est importante. Je rejoindrai Chloé sur la question des obligations de résultats, de conserver les espèces et les espaces dans un état de conservation favorable, qui existent en fait déjà en droit, mais qui ne sont pas suffisamment mises en œuvre, notamment par les juridictions. Et puis, je laisse Chloé compléter si elle le souhaite. Non, merci beaucoup, Simon. C'était déjà bien complet. Peut-être pour ajouter, je dirais qu'en plus de ça, il y a quand même une notion, une forme de politique dans le droit et une vision politique dans le droit, comme tu parlais, Simon, du détricotage du Code de l'environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les protections en droit de l'environnement sont mises à mal par certains décrets, par certaines lois qui sont prises récemment. Et je pense qu'il est important aussi qu'on arrive à modifier notre manière d'appliquer ce droit de l'environnement. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de l'intérêt public majeur, aujourd'hui, donc, il est complètement possible de détruire une espèce protégée pour un intérêt public majeur économique notamment. Je veux dire, aujourd'hui, l'intérêt public majeur ne devrait pas être économique, ou il ne peut pas être que économique. Et cette balance-là, ce qu'on met derrière l'intérêt public majeur, c'est ce que le juge être comme tel. Et il faut essayer réellement de montrer que la société est prête à mettre le vivant en première place dans cet intérêt public majeur. Et ça, c'est tout un changement en fait que le juge ne peut faire qu'en adéquation avec ce qu'on considère, nous, en tant que société, comme un intérêt public majeur et qu'il est temps en fait d'aller chercher. Et cette balance espèces protégées vs intérêt économique, elle ne devrait plus pouvoir pencher pour les intérêts économiques.
Merci à tous les deux. Une question un peu générale qui vient d'être posée dans le chat, ce serait de comment mieux attirer les jeunes vers les sujets environnementaux, hein, puisque effectivement dans certains pays, régions, de toute façon un peu partout, il y a une certaine carence en militantisme écologique parfois au sein de la jeunesse. Donc Nathan, de nouveau, si tu as des pistes pour appuyer la mobilisation de la jeunesse. Oui, avec grand plaisir de prendre cette question. Je pense que déjà, la première chose, c'est de créer un espace où les jeunes peuvent participer, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit un petit peu auparavant. Je pense qu'il y a énormément de jeunes qui sont engagés sur les questions environnementales et pas juste dans l'Europe du Nord, pas juste parmi ceux qui viennent des grandes écoles ou qui, effectivement, viennent d'environnements familiaux privilégiés. Le mouvement climat, c'est une très, très grande famille et on est présent dans tous les pays, que ce soit sur les questions de biodiversité, d'environnement, de transition sociale et énergétique aussi. Je pense que ce qui est très important, c'est aussi que les décideurs prennent conscience qu'il y a un enjeu intergénérationnel et qu'il y a un droit qu'ils doivent nous donner à avoir accès à la manière dont on prend les décisions. Et ça, forcément, si cet accès et si ces discussions et ces conversations deviennent régulières et sont vraiment dans de la co-construction et pas seulement dans j'ai rencontré des jeunes et je fais un tweet après la réunion, et ben forcément déjà ça peut décourager moins et engager les jeunes à être davantage motivés à devenir à s'engager sur leur temps libre sur ces questions-là. Moi, je pense que ce qui est très fort aussi, c'est bien sûr les réseaux sociaux, et je pense que c'est là où on est tous très très forts, enfin, en tout cas où c'est la force du mouvement climat, et c'est pour ça que le mouvement climat est l'un des mouvements les plus importants qui a eu lieu dans l'histoire. C'est parce qu'on a aussi une maîtrise de ces réseaux-là. Ça a été dit auparavant, hein, qu'on peut avoir accès à ce qui se passe directement juste en regardant sur Twitter ou sur Instagram ce qui se passe dans les processus décisionnel, mais aussi de pouvoir montrer aux décideurs politiques qu'on les observe, qu'on sait très bien ce qu'ils font, qu'on sait très bien, et que surtout, on retiendra dans l'histoire, on retiendra ceux qui n'ont pas agi, ceux qui proposaient des solutions qui ne sont pas suffisantes, et qu'on puisse leur mettre cette pression tous les jours. Et ça, c'est très, très important, notamment avec le Covid, parce que forcément, c'est beaucoup plus difficile quand on ne peut pas aller manifester dans la rue, et d'autant plus difficile quand en France ou au Royaume-Uni, on propose des lois qui justement ont pour objectif d'empêcher les gens de pouvoir manifester très, très, très simplement. Et ça, bien sûr, c'est vrai dans beaucoup de pays. Et encore une fois, ça montre bien que la crise que nous vivons, ce n'est pas seulement une crise de la biodiversité, ce n'est pas seulement une crise climatique, mais c'est bien aussi une crise sociale. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu comme vous le souhaitiez, mais voilà. Merci Nathan. Et une dernière question pour finir qui va être adressée spécifiquement à Monsieur Verling. Donc c'est une question un peu double en fait, puisque d'abord on s'interroge sur les décideurs. On dit qu'il faut que les jeunes s'engagent pour qu'ils défendent un peu les questions qui leur sont propres et aussi qu'ils se dressent pour la biodiversité. Mais la question, donc, c'est est-ce que ce n'est pas aux décideurs de se renseigner et de bien recueillir les informations pour agir précisément sur des sujets précis avant de prendre des décisions. Et ensuite, la suite de cette question, c'est qu'est-ce qu'il est possible de proposer comme nouvelle gouvernance nationale pour la France, par exemple, pour permettre un engagement de la jeunesse au plus haut niveau, au plus près des décisions, comme une assemblée nationale ou un parlement des jeunes. Voilà. C'est à vous, Monsieur Verling. Merci Fabien, et en fait j'ai répondu sur le chat, mais je vais bien le refaire à l'oral. Ça a pu m'échapper. Ouais, non, il n'y a pas de problème. D'abord, les décideurs qui ne seraient pas éduqués, moi je ne crois pas qu'ils ne le soient pas, hein. Je crois que les décideurs sont parfaitement informés des enjeux. Simplement, quand on est décideur, alors en France en tout cas, en Europe c'est généralisé, pas partout, mais en général on vit dans des démocraties. Et donc, les décideurs, il n'y a pas un décideur modèle, c'est des diversités de décideurs avec différentes opinions politiques. Et donc, tous n'ont pas la même sensibilité aux enjeux qui sont sur la table. Et en fait, ça reflète la société telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on passe aux urnes et à un moment donné, il y a une assemblée nationale qui est ce qu'elle est et elle reflète l'opinion du pays. Donc, il peut y avoir une certaine frustration de la part d'une partie de la population, notamment de la jeunesse, de dire que
l'Assemblée ne reflète pas forcément l'opinion de la génération des jeunes qui sont mobilisés. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un disait, je ne sais plus qui, parmi les jeunes, que même vous-même, vous avez la capacité d'imaginer que vous ne représentez pas forcément toute la jeunesse non plus. Donc, en fait, ce n'est pas une question de… Moi, je me méfie toujours du fait qu'il y aurait, d'un côté, j'entendais Greta Thunberg dire la science dit quelque chose, donc il faut faire comme la science dit. Non, la politique et la démocratique, c'est aussi une pluralité d'avis et qu'il faut laisser la place à la démocratie et que la science ne peut pas dicter toutes les réponses et toutes les décisions. Donc, moi, je pense que c'est un débat politique, en fait. C'est pour ça que je dirais, répondant dans le chat, c'est que ce n'est pas une question de connaissance et de décision seulement. Certes, il y a des questions de connaissance et de décision, mais c'est aussi une question de politique. Donc, c'est éminemment politique, les questions d'écologie, d'environnement, de biodiversité. Tout à l'heure, vous expliquiez qu'on prend des décisions de faire une autoroute. Moi, comme je suis bien de Strasbourg, je me suis battu longtemps contre un grand contournement qui s'est finalement fait et qui va mettre en danger le grand hamster d'Alsace. Oui, il y a encore aujourd'hui beaucoup de décisions qui sont prises, c'est des décisions politiques. On sait qu'on va détruire le grand hamster d'Alsace, pas une question d'éducation et de connaissance, mais néanmoins, on fait le grand contournement ouest de Strasbourg parce qu'il y a besoin de contourner la circulation. Et d'ailleurs, ça répond à un autre enjeu écologique par ailleurs, qui est de désengorger la ville de Strasbourg et la pollution d'une autoroute qui traverse la ville. C'est compliqué tout ça. Donc, ce n'est pas qu'une question de connaissance, c'est une question de choix politique. Et peut-être qu'effectivement, les réponses que j'ai entendues, il y a des histoires de décisions à prendre en amont qui sont de donner une valeur à la nature. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, entre une infrastructure qui a un intérêt économique et une espèce animale qui n'en a aucune de valeur économique, eh ben, la balance, elle penche très vite en faveur de l'infrastructure, alors que si on donnait une valeur à la nature, si on évaluait ce que ça représente la nature, ce qu'on appelle les services gratuits rendus par la nature, s'ils n'étaient pas gratuits, mais si on les évaluait, on saurait exactement ce qu'on perd et ce qu'on gagne. J'ai entendu tout à l'heure dans une autre conférence un chiffre qui me parle, c'est qu'aujourd'hui, 0,2% du PIB mondial il est consacré à la protection de la nature. Or, les mêmes évaluations économiques qui sont faites, notamment par l'OCDE, indiquent que près de 50% du même PIB dépend de la nature et de la biodiversité. Donc, il faut vraiment donner une valeur à la nature et peut-être qu'on changera de pied sur la façon de prendre les décisions. Quant à la gouvernance, pour prendre en compte la jeunesse, moi, je n'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Je pense que d'abord, la mobilisation de la jeunesse aujourd'hui, elle aurait intérêt justement, par exemple en France, pour les jeunes qui sont devant l'Assemblée nationale, c'est de réfléchir à cette gouvernance qu'ils aimeraient, qu'ils en proposent une au chef de l'État, qu'ils en proposent une au gouvernement, de dire voilà, nous on vous propose une gouvernance qui écoute la jeunesse, donc pourquoi pas une assemblée générale, une assemblée nationale de la jeunesse, comme on a des conseils municipaux des jeunes dans un certain nombre de villes, pour avoir une assemblée nationale de la jeunesse. Mais j'avais entendu une idée, moi, qui m'avait assez séduit à l'époque, je crois que c'est Nicolas Hulot qui l'avait formulée quand il était en campagne électorale. En 30 secondes, désolé de vous couper, monsieur Verling, en 30 secondes, on va devoir conclure ensuite. Ah ok, c'était le Parlement des générations futures qu'il avait proposé, qui associait des jeunes et des moins jeunes, des vieux notamment et des sages. Voilà, c'était ça que je trouvais assez séduisant. Merci à vous. Bon voilà, on arrive à la fin de la session. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Celles qui sont laissées en suspens seront quand même recensées sur le compte-rendu. Vous pouvez toujours nous contacter sur la plateforme Whova du sommet ou par mail sur notre site internet. Vous pouvez voir le lien sur Whova. Donc, je vais enfin laisser Maud Lelièvre, présidente du comité français de l'UICN, donner le mot de la fin et conclure cette session spéciale francophone sur la mobilisation de la jeunesse en faveur de la biodiversité. Merci à tous. Merci Fabien, merci d'ailleurs pour cette animation de qualité et puis merci à tous d'avoir été présents. J'ai juste un message à vous transmettre. On a au sein du comité UICN français, qui est le deuxième plus grand comité au monde, bientôt 80 organisations et qui sont beaucoup des organisations de terrain qui font des choses à la fois de plaidoyer parfois, mais aussi des actions de terrain. J'ai vu que beaucoup d'entre vous cherchaient à s'investir, avaient envie de s'investir. Ce que je peux vous proposer, c'est de prendre contact avec nous. À la fois, c'est le comité français à Paris, à la fois, si vous souhaitez participer à la gouvernance mondiale de l'UICN, préparer le plaidoyer, être invité le 3 septembre à l'ouverture du congrès mondial. Et puis, si vous souhaitez faire des choses de terrain, parmi nous, il y a la LPO, il y a Noé Conservation, il y a WWF, FNE, plein
plein d'organisations et d'ONG qui ont des actions de terrain sans doute près de chez vous. Nous avons également des membres en Outre-mer et nous avons des institutions avec lesquelles nous travaillons, des associations, des réserves, des parcs, voilà. Plein d'actions de terrain qui sont possibles. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre, pour ceux qui le souhaitent, l'action du Comité français. Et merci à tous d'avoir participé à cette première du sommet de la jeunesse qui, j'espère, aura lieu à nouveau dans 4 ans au prochain congrès. Merci Maud, donc c'était le mot de la fin. Voilà, nous restons donc sur les réseaux et puis nous vous souhaitons une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui sont un peu décalés et un bon sommet mondial de la jeunesse à toutes et à tous. À bientôt sur d'autres plateformes.